Bah non, hein. Et si, regarde là. Franchement non. Hein. Et si, la démarche là, elle est bizarre. Et bah il est juste vieux. Chris, renseigne-toi, je te dis que c'est un robot. Et tu crois à ce genre de choses, toi? Je te dis qu'ils ont remplacé Donald Trump par un robot et qu'il est contrôlé par Elon Musk. Ah, franchement, je savais pas que t'étais complotiste comme ça. Hein. Mais là, en plus, Elon Musk, il est plus là. Ouais, non mais c'est logique. Il était là au début pour configurer le robot et le contrôler avec sa télécommande là. Et là maintenant, ils ont une nouvelle version, ils l'ont remplacé par un truc autonome. Bon, il y a des bugs, mais renseigne-toi Chris, ouvre les yeux. Non mais c'est ridicule, enfin je veux dire, t'imagines la technologie qu'il faut, ça saurait si c'était un robot, on entendrait parler de tout ça quoi. Ah ok monsieur, je sais tout. Le gars se prend pour Einstein. Alors là, par contre, je t'arrête tout de suite, Einstein n'existe pas, et n'a jamais existé. Attends quoi? Bah, Einstein c'est Walt Disney. Walt Disney, les dessins animés? Précisément. Et Walt Disney, c'est les nazis. Quoi? Ah bah, renseigne-toi. Tout de suite, là? Ça a commencé? Mais oui, ça a commencé. L'émission a commencé? Qui a 50 ans, on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. Aujourd'hui, le cinéma, c'est vendre des pop-corn. J'aime bien Jaja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS, j'aime bien IP. Je hais ce siècle. Arrête avec ton argument du goût et des couleurs, c'est nul le goût et les couleurs. Plus rien dire. Peut-on encore le dire? Peut-on encore le dire? bonne année? Peut-on encore dire bonne année? Je pense Parce pas que, qu'on froisse qui que ce soit. C'est pendant tout le mois de janvier techniquement. Ah oui, mince. c'est trop, il y a règle à la con là. Ah l'enfer. Les gens le 29 janvier, faut encore le dire. Pour toi, on peut le dire jusqu'à quand? Est-ce que là on est déjà c'est limite, là border. Ouais, après le 10 janvier, moi je trouve c'est ok, bon, ok. arrêtez de casser les couilles. En tout cas, Mais c'est le nous, premier. Voilà, on va Nous vous le on s'est dire. pas vu. Exactement. Bonne année à vous. Bonne santé. Bonne année à tout le monde. Et 2026, bien sûr qu'on va continuer à faire les épisodes en 2026. Et voilà, alors... Et bonne année à toi Chris, parce que c'est on se voit en physique pour la première fois depuis ton retour. Exactement. Je suis revenu il n'y a pas si longtemps que ça, Voilà. de France du coup. Et je suis encore un peu... Depuis le repas de Noël, pardon. Exactement, voilà. Parce que toi t'es rentré juste après. Voilà, moi j'ai fait vraiment 48 heures. Parce qu'il fallait quoi. Ouais. Parce qu'il y a eu un petit... on l'a peut-être pas dit, mais ouais, il y a eu un petit... On s'est un peu trompé sur le lieu d'enregistrement du podcast. Oui, après je pense que les gens ils ont écouté C'est le des podcast choses, d'avant. voilà. C'est des choses qui arrivent. Des choses qui arrivent. Bon voilà, en tout cas 2026, une année qui commence déjà fort dans l'actu, avec Trump, tout ça, là, Trump, encore tout une ça. fois. Fort quand même. J'ai l'impression que les États-Unis, le début de l'année, souvent il se passe un truc quoi. Ouais. Quand tu penses, donc là il y a Maduro qui s'est fait choper. Ouais. Je crois que le Capitole c'est début janvier aussi, je crois, C'est de vrai. souvenir. Ouais. Je crois que quand il bute Soliman là en Iran, là, le général dans l'Iran de l'Iran de l'époque, là je sais plus, mais c'était il y a 3-4 ans, un truc comme ça, où il l'assassine, pareil. Je crois que c'est au début de l'année aussi. Ouais, c'est possible. Hein. Il y a un truc. Ils aiment bien démarrer en fanfare. Ouais. Y a un La truc capture d'Oussama Ben Laden, c'est en début d'année? Ah, ça j'en sais rien. Et puis ça c'était Obama, c'était autre chose, autre ambiance. Mais El Baghdadi là. Abou Bakar, tu te souviens pas? Il y avait eu la comparaison entre le discours d'Obama après la capture après qu'ils aient tué Ben Laden et quand Trump avait dit, quand ils avaient tué El Baghdadi, genre Trump il était là en mode il est mort comme un chien, on est arrivé, on a fait exploser la porte, alors que Obama c'était carré. Vous imaginez bien. Pardon, je sais pas de quoi on parle. Des résolutions, Chris? Des résolutions pour 2026? Ouais. Franchement, non, j'en ai pas. Ouais, t'es déjà à ton prime. Déjà, en fait, franchement, mon but, ça va être de reprendre bien les habitudes que j'avais peut-être déjà en 2025, c'est-à-dire continuer le podcast régulièrement, être odieux avec tes proches, continuer à faire du foot, parce qu'après le déménagement l'année dernière, j'ai pas fait tant de foot que ça, donc j'aimerais bien reprendre le foot bien comme il faut. Ah, ça tombe bien ça. Et il revient. Et voilà. Il revient, Chris. Bah ouais, il arrive. 2026, du coup, le Julien arrive, avec le genou en fer. Le retour sur les terrains, il arrive. Ça va être validé début février, normalement. Là. Ah ouais. Donc ce sera pas janvier quand même, là.
A priori. Non, parce que j'ai pas. C'est mon rendez-vous chez le médecin et début février. Ouais, parce qu'on est d'accord. Je suis green light pour l'entraînement, mais je suis pas green light pour les matchs. Ouais. Voilà, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, le gars s'est fait les ligaments croisés en juin. Tu connais. Et du coup, on attend les news, quoi. On attend les Bref. News. Qui m'ont l'air d'être bonnes. Ouais. Et moi, ma résolution, recommencer à fumer. Ouais. Recommencer. Vapoter ou vrai tabac? Non, vraiment, vrai tabac. Vrai tabac dur. Rouler. Gitane sans filtre. Non, bah moi c'est un peu pareil. Hein. Moi, c'est continuer sur ma lancée, pareil, physiquement et tout. Là, j'ai été bien sérieux sur l'entraînement, justement après mon opération. Du coup, ce sera continuer aussi, ouais. Et continuer le podcast, plein d'idées. Ouais, je sais pas. En même temps, c'est fini l'époque où on prenait des résolutions. Ah, je sais pas, hein, franchement. Parce que t'as le Dry January, par exemple, le fait de pas boire, là. Bon, c'est pas une résolution, c'est en début d'année. Ouais, moi, c'est déjà raté. Hein. Sur des bonnes bases. Ça peut être aussi un truc. Complètement raté, ouais, moi. de ce que j'ai compris, ouais. Mais bon, c'est pas vraiment une résolution, mais je sais pas. C'est vrai qu'on en entend moins parler. Est-ce que c'est parce qu'on est. Ah, je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'à notre âge, le cynisme nous a atteints. Mais non, mais après, le truc des résolutions, je pense que ça touchait tout le monde avant. Hein. Après, c'est vrai. Je pense qu'il y a de ça. Mais alors, moi, très sincèrement, sans être dans le. En fait, je suis assez d'accord sur le maintenir. Moi, j'ai déjà, entre guillemets, tu vois, bon, j'étais fumeur, j'ai arrêté de fumer. Je me suis mis à aller plus à la gym, tu vois, à faire du sport. On continue le foot. Déjà, à notre âge, on est, tu vois, actif. Donc oui, on pourrait, mais après c'est vrai qu'on pourrait décider un truc en mode on arrête de boire, quoi. Mais même pas Dry January, quoi. T'es con. Il est con. Bon. Pardon. Du coup, on la coupera peut-être cette blague, elle est peut-être un peu too much. Attends, arrêtez de boire. Non, ne buvez pas avec modération, évidemment. Ennuyeux, hein, Léa. C'est ça. On vous mettra l'extrait. Exactement. D'ailleurs, ouais. Juste un truc. Putain, pardon, je suis en train de manger. Dans le dernier épisode, il y a un moment où on dit, on vous mettra l'extrait. C'est sur les pâtes au pec là, d'Alexandre Astier. Et on appuie sur le bouton Alexandre Astier et il n'y a rien qui sort. Ah, il n'y a rien qui sort. Ah ouais, on a raté je me souviens que... En plus, je t'en ai parlé pendant que tu m'avais envoyé, tu m'envoies une version bêta du montage, et je t'avais fait, ouais, il y a un moment où tu t'appuies sur le bouton Alexandre Astier et il n'y a rien qui sort, et tu m'as fait, ah ouais, ok, c'est quoi la minute? Et c'est moi, je t'avais envoyé, et du coup, ça nous est sorti de la tête. Ouais. Donc c'est de ma faute, je suis désolé. Et puis c'est aussi de sa faute si vous avez l'impression qu'il s'est mis un truc dans la bouche ou je sais pas quoi, c'est parce qu'il a la bouche pleine de clémentine. Pardon. Le gars a décidé de parler dans le podcast la bouche pleine. C'est pour ça qu'il parle un peu comme ça. Parce que ça s'entend. Hein. Ah, ça s'entendait de fou. En tout cas, moi je l'entendais, alors je pense que dans le micro... Je la refais. Tu t'entendras. Bah non, on va la garder. Bon, on va enchaîner 2026, enfin non, pas 2026, qu'est-ce que je raconte, mais fin 2025, qu'est-ce que tu as vu, entendu, truc intéressant à raconter, qu'est-ce que tu as à me dire? Deux petits trucs récemment. Ah oui, donc toi, t'as pas vu Avatar 3. Pas encore. Ça, d'accord. Donc ça, on en parlera quand tu l'auras vu. J'ai lu un livre. Voilà, il est encore regardé. Non, mais c'est les bonnes résolutions, tu les continues, j'imagine. J'ai lu un livre qui s'appelle, mais qui est connu, je crois, les gens on a peut-être déjà entendu parler, les cerfs-volants de Kaboul. Les cerfs-volants de Kaboul, Kate Runners en version originale. Et c'était très bien. Ça parle mais je te le prêterai, je pense que ça devrait te plaire. Ça parle d'un jeune qui grandit dans l'Afghanistan pré-invasion russe. Et en fait, qui va être ensuite forcé d'immigrer aux États-Unis. Et c'est sur sa vie depuis ses 13 ans jusqu'à ses 40 ans. Et c'est une histoire de quelqu'un de déraciné. En plus, ça t'en apprend un peu sur l'Afghanistan des années 80 et tout. Et des différentes ethnies. Le disco afghan, par exemple. Le disco afghan, le rap. Qui est sous-côté. La techno afghane. C'est vraiment... Ah ouais, précurseur de fou, alors, ouais, parce que techno en 80 et tout. Voilà. Donc j'en ai eu une... Ça m'a permis d'avoir une autre image que juste la chanson de Renaud et d'Axel Red. Voilà. Ça marche.
Non, bah moi de mon côté du coup ouais j'ai passé un peu plus de temps en France, j'ai eu le temps de voir du monde à gauche à droite. Surtout à droite. Aussi. Mais non, j'allais dire un truc, c'est un truc qui arrive souvent quand je rentre maintenant que ça fait 6 ans que j'habite au Japon, j'ai souvent un petit peu le même sentiment quand je retourne en France, c'est que la France de Macron. c'est peut-être ça, je sais pas. Mais il y a un truc, c'est que à chaque fois que je rentre, je vois le temps qui passe. À chaque fois, genre dans le sens où quand j'habite au Japon ici, je sais pas, j'ai l'impression quand même que les choses bougent pas trop dans notre entourage. Ouais. En termes de projet ou je sais pas. En tout cas, les gens autour de nous, j'ai l'impression que c'est souvent un petit peu le même train-train ou quoi. Alors qu'à chaque fois que je rentre en France, j'ai l'impression que les gens, il y a un nouveau gamin qui a popé. Ouais. Bon, il n'y a peut-être pas eu de mariage récemment, mais voilà, il y a des nouveaux gamins, il y a des nouvelles maisons qui s'achètent, il y a des nouveaux projets et tout. Et puis même parfois aussi les gens dans leur vie avancent, tu vois. Par exemple, il y a mon père qui va aller à la retraite là dans 2 mois normalement. Là où il y a dans ma tête, tu vois, il a toujours bossé, donc là ça y est, je vois le temps qui passe et tout. Donc mais c'est la coupure aussi. Ouais, forcément le toi, fait tu l'as par saccade en fait. Ouais, c'est ça. Donc forcément c'est une sorte de bond en avant de 1 an où je reprends les updates de chacun 1 an plus tard, et forcément il y a un petit peu de ça, mais c'est bizarre. C'est intéressant quoi. Et puis, ça nous rajeunit pas. Non, et puis ça donne. Ouais, alors oui, il y a un petit peu de ça, mais je sais pas, c'est. Ouais. Et sinon, en termes de trucs intéressants que j'ai vus, alors je vais en reparler parce que là, du coup, j'ai fini la série. C'est Pluribus. Ça va là. Oui. Chaque fois, tu vas nous faire. Non, mais c'est la deuxième fois. C'est vrai. C'est la deuxième fois. Bah vas-y, comme ça. Donc toute la série a été publiée ? Ouais, là c'est tout fini, donc du coup j'ai tout regardé. Et alors c'est intéressant parce que, comment dire, pour moi c'est pas une série chef-d'œuvre comme on pourrait, parce que je l'aime beaucoup, mais est-ce que c'est un chef-d'œuvre ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une très bonne série d'appoint. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, tous les épisodes, à mon avis, tu peux les résumer en 3 phrases. Ok. Il se passe très peu de choses, c'est un truc très lent, il n'y a pas beaucoup de personnages. Parfois, tu vas avoir, pendant 20 minutes, en fait, il va te faire un montage sur... Il y a un gars qui est en train de voyager dans un pays, qui est en train de faire une distance en voiture. Ça va être toutes les étapes de ce truc-là. Il va te faire un montage de 15 minutes sur ce truc-là. Ouais. Alors que n'importe quelle personne t'aurait torché ça en 2-3 scènes, avec un peu de montage et tout, et puis hop, on dégage, quoi. Et c'est vraiment un truc atmosphérique, Ouais, c'est atmosphérique, c'est posé. Il y a des gens qui vont dire que c'est chiant, et je comprendrais. Gus Van Sant un peu. Gus Van Sant un peu, tu vois. Elle arrive ou pas ? Ouais, je vois. Alors ouais, mais après je crois que j'ai vu un truc de lui, mais. Ouais, oui, moi non plus, c'est vrai que je vais pas mentir, j'ai vu un peu il y a 10-15 ans, je regarde plus ces films, mais il y a un truc très contemplatif, quoi, non ? Il y a un truc un peu contemplatif, et puis c'est aussi assez drôle, genre vraiment, tu sens que le gars a juste décidé parfois de se dire, ah, vous savez quoi, j'ai envie de faire cette scène-là, et je vais la faire, mais presque que parce que c'est drôle de la faire. Et il va la refaire 2 ou 3 fois par exemple, mais parfois c'est vraiment juste un petit peu, ah, c'est marrant, ce serait marrant de faire cette scène, donc je vais la faire. Et ça va pas forcément amener énormément de choses en termes de scénario ou quoi, mais c'est juste que ouais, je vais m'embêter à la faire. Alors je te rappelle vite fait le pitch de la série, genre on va dire entre guillemets, toute l'humanité est contaminée par un parasite, et du coup en fait tout le monde est un petit peu en mode zombie, vite, mais bon, ils parlent quand même, mais en gros ils sont tous contaminés. Et à un moment, je crois que c'est dans l'épisode 2 où en fait ils ont vidé un centre commercial, et la seule meuf qui est encore consciente, elle dit, ah, moi je veux continuer à faire mes courses. Et donc du coup t'as une scène où ils te montrent tous les zombies du coup qui remettent à jour le centre commercial, et qui remettent tous les éléments, tous les aliments à l'intérieur du centre commercial. Donc tu peux imaginer toute une scène où il y a un balai avec les voitures et les camions qui arrivent et qui déchargent les marchandises, et qui mettent tout ça dans la salle et tout. Juste pour qu'elle fasse ses courses. Ouais. Mais tu vois, le truc c'est que ça prend
la scène prend peut-être 5 minutes. Ouais. Mais 5 minutes de scène où c'est littéralement que ça, personne ne parle, mais c'est juste que ça filme, et c'est juste un ballet, tu vois, de trucs un peu sympas à regarder, un peu satisfaisante, aussi, tu vois. Et la série est blindée de moments comme ça, en fait. Je dirais même que c'est presque que de ça, presque. Où il y a très peu de... Comme je disais, chaque épisode presque pourrait être résumé scénaristiquement en 3 épisodes. Et donc c'est... En 3 phrases, pardon. Ok. C'est difficile d'accès un peu, c'est un peu... Et alors, le premier épisode, c'est peut-être le plus... C'est pas sensationnaliste, dans un délire un peu, ouais. Le premier, c'est quand même un pilote accrocheur qui est relativement... Pas dans l'action, mais où il se passe des trucs, quoi. Et par contre, il y a des épisodes, il y en a un, par exemple, où je pense que c'est littéralement un truc d'ennui, quoi. Où genre, ça filme l'ennui de la meuf pendant un épisode entier. Je dirais. Quasiment. Ouais. Donc, tu le vends pas bien ton truc. Hein. Oui, je sais, mais c'est pour ça que mais t'es honnête. Mais c'est pour ça que je dis que je sais pas si c'est un chef-d'œuvre ou quoi, parce que c'est pas un truc qui non plus va. Je dis pas que ça brasse 1 milliard de thèmes ou quoi, tu vois. C'est même pas ça, tu vois. Mais c'est juste que vraiment, c'est un peu contemplatif, c'est un petit peu vraiment posé. Est-ce qu'on n'a pas affaire au ça arrive parfois, tu sais, un créateur, un réalisateur auréolé de succès à qui on laisse vraiment carte blanche et il fait le projet. Moi, l'exemple que j'ai en tête, c'est Mank là, de David Fincher. Où le gars, tu sais, vraiment, bon allez, maintenant, t'as tout prouvé, fais-nous ce que toi t'as envie de faire, tu vois. Et le gars, il avait en tête un truc depuis le début et il a tellement les coups des franches que là, on est vraiment dans sa tête et il nous fait sa petite tambouille à lui, là. Alors Mank, du coup, que vous pouvez voir sur Netflix, je crois, parce que du coup, c'était un truc fait avec Netflix qui est un film en noir et blanc qui parle de l'histoire du cinéma d'un gars et on dirait vraiment une petite lubie de Fincher, alors que Fincher avant il faisait des films un petit peu plus fun à regarder, on va dire, en tout cas dans les thèmes par exemple c'est Fight Club pour rappel, ou Zodiac ou Social Network ou Millennium, enfin voilà, c'est des thrillers un peu cool à regarder et là vraiment il a fait un truc qui sortait de... Est-ce que Pluribus c'est la même chose? C'est possible. Moi je vois un petit peu quand même de filiation parce que tu pouvais sentir dans certains montages de Breaking Bad où parfois il y avait un petit peu de ça, des montages parfois où juste, tu vois, c'était par exemple les montages où ils font du crack là dans les maisons par exemple, et puis c'est juste un montage un petit peu agréable et sympa pendant quelques minutes, tu vois. Donc tu pouvais le sentir, ça sort pas de nulle part. Mais ouais, moi je peux totalement comprendre que certains soient en mode mince, j'ai pas assez à manger là-dedans, que ce soit pas assez généreux. Mais c'est pour ça que je vois ça vraiment comme une série d'appoints en mode vas-y, mets-toi ça de côté, regarde un petit peu comme ça. C'est intéressant, t'es posé, ça mange pas de pain. Et c'est ça, c'est que c'est pas. Je trouve que c'est loin d'être prétentieux. Tu vois, c'est pas un truc du genre regardez comment je suis fort. Parce qu'en plus, c'est souvent des petites scènes un peu drôles, tu vois. Donc, c'est même pas un truc ambitieux, bizarre, quoi. Est-ce qu'on est sur une nouvelle formule pour cet épisode-là? Je pense pas, on est sur un épisode de reprise. Oui, on est sur un épisode de reprise et pour juste... on a quelqu'un qui nous a envoyé quelque chose. Suite à notre dernier épisode, le podcast que nous avons enregistré en live, si vous étiez pas au courant, si vous aviez pas compris, on était depuis... on a fait un repas de Noël en duplex. Non, on a fait un repas de Noël, on a ramené nos 2 familles et on a fait un truc en fait où il y avait une table où les gens mangeaient et nous on était au milieu de la table et on enregistrait le podcast. C'est ça. Au milieu des familles. Voilà. Et donc il se peut que j'ai avec un petit peu de véhémence critiqué un ou deux, les deux de mes cousins, mes deux seuls cousins en fait. Et il se pourrait bien qu'on ait une réponse. Voilà, que ce ne soit pas tombé dans leur rhinocéros. Donc là, on va avoir peut-être... En fait, c'est notre première réaction à chaud, non, d'une tech, je crois. Parce que jusqu'à maintenant, on a toujours eu... attention, c'est pas... c'est vrai que c'est pas... C'est une sous-tech un peu ou... Non, c'est juste une tech. Bon, on verra alors. On écoutera un petit peu ce qu'il nous racontera. Et après, comme je crois. Je suis pas sûr exactement de ce qu'il nous a envoyé. On va découvrir ça. Et
Bah après, on aura une tech chacun, comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. On se remet en jambes, c'est 2026. Et on va courir un coup et on y va. Et on y va. C'est quoi votre petit truc en plus pour vous blinder contre les angoisses? Parce que vous dites que vous êtes un très très gros angoissé. Ouais, alors j'ai fait plein de petits trucs en plus et ça va beaucoup mieux. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer. Ah, vous êtes devenu chiant. Non mais je veux dire, vous êtes plus angoissé mais vous êtes chiant. Oui, c'est très français ça, de dire, c'est marrant parce que dès qu'on dit qu'on arrête de boire, on devient chiant. Alors que putain, c'est bien en fait de pas boire de l'alcool forcément. Oh là là, bien sûr. Donc. Mais quoi, je vous emmerde. Enfin, mais c'est quoi ce truc-là? Si j'avais dit j'ai arrêté la coke, tout le monde m'aurait dit putain, bravo. Bravo, c'est cool, t'as arrêté. On va commencer avec la tech qu'on vient de recevoir. Oui. Ça va être marrant parce que apparemment, tu ne l'as même pas entendu non plus. Non. Moi, je vais entendre là aussi maintenant. On va voir de quoi il en retourne. Dans l'intro, on disait que c'était probablement lié à ce qu'on disait avant. Mais peut-être fake news. Peut-être pas. Ouais, j'ai peut-être pas. Mais peut-être pas. En gros, je crois que j'ai pas forcément. Je crois que j'ai pas tout à fait compris ce qu'il m'avait envoyé. Mais on va voir. Bien. On va voir. Moi, j'adore quand on fait comme ça, qu'on arrive un petit peu les mains dans les poches et que c'est pas du tout bossé. Nous découvrons. Tu te souviens quand Alexis, le journaliste qui était passé, nous disait ah ouais mais vous savez ils arrivent, ils sont préparés et tout. On l'a payé pour qu'ils disent ça. Ah, c'est pas tout le temps. Hein. C'est faux. C'est pas tout le temps. Bon, on va écouter ça. Bonjour à tous. Alors je me présente, je suis le cousin de Julien. Et donc suite aux attaques répétées de Julien de mon propre cousin envers ma famille, envers moi-même, notamment pendant ce dernier épisode catastrophique de Noël, j'ai exigé un droit de réponse. Et donc voilà, plutôt que de m'abaisser à son niveau et de le critiquer directement, j'ai décidé de proposer une tech. Et elle va s'attaquer à ce que Julien a de plus cher, le foot. Et alors je vous promets une tech qui rivalise de bonne foi et d'honnêteté avec les techs de Julien. De toute façon, c'est de famille. Et ma tech, c'est que le football américain, c'est un meilleur spectacle que le foot. Alors, 3 points. Premier, une des grosses critiques contre le football américain, en dehors, de toute façon, c'est ricain, donc c'est nul, c'est que c'est trop lent, il y a trop de pauses. Alors les pauses, c'est vrai, il y en a. Mais pour moi, c'est pas lent, au contraire d'ailleurs. Le foot, en comparaison, c'est quand même beaucoup de temps à se passer le ballon et à se regarder. Et au moment où tu te lèves, évidemment, pour aller chercher une bière ou aller pisser, 5 secondes, hop, il te marque un but, tu l'as raté, ça y est. Au football américain, chaque phase de jeu compte. Tu as 4 chances pour avancer d'au moins 10 mètres, sinon la balle, elle va à l'équipe adverse. Donc tu es obligé d'avancer, tu ne peux pas jouer la montre et te passer la balle indéfiniment. Et en plus, tu vois la progression. Donc tu sais un petit peu quand est-ce qu'il y a des chances que ça va marquer. Donc tu as quand même peu de chances de rater, tu as le temps d'aller chercher, de timer, tes sorties aux toilettes et tout. Deuxième point, la profondeur tactique et stratégique. Alors le foot, quand même, d'une phase de jeu à l'autre, ça se ressemble beaucoup. Il n'y a pas 36 choix. De toute façon, hein, toi, soit tu essayes de t'imposer techniquement au milieu, soit tu débordes sur les ailes, tu essaies de centrer ou alors d'obtenir un corner. C'est super répétitif. Le football américain, il y a une diversité tactique, mais qui est incroyable. Chaque phase de jeu, tu as des dizaines de formations possibles. Tu peux varier les postes, le nombre de running back, de fullback, de tight end, de receveur. Il y a des variations, mais infinies. Moi-même, franchement, j'y comprends rien. Et c'est pas grave. Parce que troisième point, de toute manière, c'est un show de fou. T'as genre l'explosivité, les contacts avec chaque phase de jeu. Tu vois pas ça au foot. Un Christian McCaffrey qui a des jambes de monstre, qui te traîne 3 défenseurs sur 10 mètres. Un Saquon Barkley qui envoie balader un défenseur. Un deuxième, et ensuite le mec, il te saute à reculons par-dessus le troisième. Alors ok, je vais pas cracher sur les dribbles de Messi, mais bon déjà, Messi, il y en a qu'un. Et puis au final, bon, les dribbles, le jeu de jambes, tout ça, finalement, c'est un peu plus de la danse, en fait, finalement. Et franchement, je pourrais continuer. Mais ma conclusion, c'est que, voilà, les Français, si on préfère le foot de manière générale, bah, c'est culturel, on a grandi avec, voilà, moi, la Coupe du Monde 98, ça reste un de mes meilleurs souvenirs d'enfance. Mais à regarder à la télé, soyons honnêtes, c'est bien, franchement, ça. Mais c'est quand même mieux que genre le Tour de France, la F1, et même moi je suis fan des deux d'ailleurs, et je l'admets, voilà, c'est mieux. C'est vrai, c'est le meilleur spectacle. Mais si tu mets 2 personnes qui n'ont jamais été exposées ni à l'un ni à l'autre, ben je pense qu'ils vont préférer le football américain. Aïe.
Ah, je suis. Alors attends, il faut quand même dire qu'au moment du début de la take, Chris s'est levé pour aller se cacher, quoi, tellement il était choqué. Ah mon Dieu, je suis outré. Outré. Ah. Là, il joue clairement à l'extérieur, là. Oh là là, je suis. Oh. Quelle indignité. Je crois que j'ai fait ce podcast pour vivre ce genre de moment. je crois. Oui. Waouh. Mais que ça vienne de ma propre famille. La première take, c'est catastrophique comme avis. Donc, football américain qui serait mieux que le football, quoi. Alors par où commencer. Alors, premier truc, je dirais, vite fait, c'est un truc qui dit vers la fin, je crois. Ouais. Bon, je pense qu'il y a une raison si le foot est regardé par le monde entier, y compris les Américains. Qui organise la Coupe du Monde de foot cette année. Je te rappelle, monsieur O. Exactement. Alors que le football américain, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. À part les Américains. Mais même les pays limitrophes les Mexicains ne jouent pas au football américain, quoi. Tout le monde s'en fiche. Tout le monde s'en fiche. Donc si jamais... Et le truc, c'est qu'il y a d'autres sports américains qui s'exportent mieux. Plutôt mieux. Le basket s'exporte plutôt bien. Le baseball, ça va. Le baseball a fait des émules, tu vois. Voilà, genre, littéralement, Japon, ils ont essayé de l'exporter. Et du coup, au Japon, on y joue. Bien sûr. Enfin, dans pas mal de pays d'Asie et tout. Bref. Et bon, on pourrait dire, en plus, le cricket, c'est un dérivé du cricket. Et le cricket est un sport très... c'est le principal sport en Inde, dans les régions là, et dans les pays du Commonwealth. Donc il y a des sports américains qui s'exportent bien. Le hockey, ça s'exporte dans les pays nordiques, les Russes y jouent. Bien sûr. Le football américain, personne n'y joue. Tout le monde s'en fout. Personne ne comprend. C'est nul. Et moi, il y a un deuxième truc. Alors, vas-y. Il y a plusieurs choses à déplier dans cette... Je sais même pas si on peut appeler ça une take. Cette litanie odieuse et bref, continuons. Mais parce qu'on sent un peu le fiel, il a voulu m'attaquer dans ce que j'ai de cher, il a vraiment voulu taper là où ça fait mal. Ouais. Je sais pas comment va se passer le repas de Noël l'année prochaine, ça va être tendu. Il avait en plus prévu de venir au Japon, ne viens pas, écoute. Annule ton voyage, je te le dis comme je le pense. Plus sérieusement. Je trouve que déjà il y a une chose dont il parle qui est hyper révélateur, c'est quand il dit je vais me chercher une bière, et c'est à ce moment-là qu'il marque, et moi j'aimerais bien pouvoir aller me chercher une bière. Tu vois, le football américain, c'est pratique. Qu'est-ce que c'est que cette vision utilitariste du sport? Et c'est justement là où, tu vois, où il veut que ce soit il veut que ce soit quelque chose sur lequel je peux mettre pause, comme ma série Netflix, que je peux regarder en fond, parce que en sous-main, qu'est-ce qu'il dit? C'est que je veux pouvoir aller chercher ma bière, je veux pouvoir scroller sur mon portable et d'un coup d'œil un seul, voir ce qui se passe et voir si ça va peut-être marquer. Excuse-nous si, et c'est justement là où je vais, si au football le but peut arriver d'un moment à l'autre en 10 secondes, la solution change, enfin la situation change, ou une frappe de loin. C'est justement ça, je pense, qui fait l'attrait du football aussi. C'est le fait que mais on en avait déjà parlé dans ta take sur toi, ton moment préféré, c'est des moments de sport, enfin c'est des moments de foot justement. C'est que le but, c'est une décharge d'énergie de fou, quoi. Oui, bien sûr. Après, bon, dans le football américain, je devais défendre un petit peu là-dessus. C'est possible qu'il y ait des choses aussi un petit peu incroyables qui arrivent sur n'importe quelle séquence de jeu, genre une grosse passe, une perte de balle qui partira en contre-attaque ou quoi. C'est possible aussi. Mais en tout cas, oui, sur la continuité, sur le fait, la façon de consommer du coup ce sport-là. Qui est totalement différente de ce qu'on fait chez nous. Justement, l'idée de se dire c'est un show. Enfin, le truc justement du football américain, c'est que t'as et les sports américains en général, c'est genre la pause, et puis t'as le show, et puis t'as les cheerleaders ou quoi. En temps effectif de jeu, t'as 60 minutes. Le match il dure 8 heures, les gars, parce qu'il y a 18 coupures pub. Et c'est en plus, du coup, c'est tout le problème des Américains, c'est qu'il faut qu'ils mettent des pauses
tout le temps. Ça ne joue jamais. Parce que c'est aussi le problème. Moi, c'est ce que j'ai à reprocher à des sports américains que j'aime bien, les rares sports américains que j'aime bien, comme le basket. Mais la NBA, en fin de match, dans les matchs importants, ça ne joue jamais. Entre les temps morts, entre les fautes, ça ne joue jamais. Et il y a un truc qui se passe là pour le foot, c'est que les Américains ont, j'ai l'impression, exigé de la FIFA, et ils ont pris un tour détourné, que au foot, donc pour rappel pour les gens qui ne regardent ni le foot ni le football américain, les sports américains, c'est des cartons, c'est découpé en général en 4. Donc pour moi, ce que je pense, c'est que c'est pour pouvoir caler plus de pubs, pour pouvoir caler plus d'arrêts de jeu. 4 ou 3 par exemple, hein, ça dépend des sports, mais en tout cas c'est découpé. Pour que tu puisses avoir plus de pauses ou aller acheter ta bière et manger tes wings là. Et du coup, le foot, c'est une mi-temps. Et en fait, là, ce qu'ils ont fait, c'est que pour la Coupe du Monde de 2026, ils ont mis une pause fraîcheur au milieu. Ils ont caléché ça en pause fraîcheur et ils ont introduit des cartons dans le foot. Parce que normalement, les pauses fraîcheurs, c'est que pour les matchs qui dépassent une certaine température. Et là, ils ont mis comme règle que ce serait pour tous les matchs. Donc, ces connards, ils changent les règles de nos sports pour les américaniser en plus. Ouais. Enfin bon, c'est un enfer. Oui, et sur l'idée justement, alors pour comparer vite fait le spectacle du foot et le spectacle du football américain, oui, alors un truc qui est souvent reproché au foot, c'est peut-être ça, le fait que parfois on s'emmerde un peu dans le sens où il se passe pas grand-chose. Moi j'ai envie de te dire, dans tous les sports, en vrai, c'est pas parce que il y a des phases de jeu que toutes ces phases de jeu vont être forcément intéressantes. Enfin, des matchs de football américain, j'en ai vu plusieurs. Bien sûr. Enfin, pour le coup, oui, il faut avancer de 10 yards, mais quand tes techniques de 10 yards, c'est genre littéralement, tu fais ta passe pour le... C'est quoi, comment ça s'appelle ? C'est le running back ou quoi ? Running back, quarterback. Non, mais en tout cas, le quarterback, il fait la passe pour le running back. Pour le gars qui est juste à côté de lui, et le gars, il fonce dans la défense. Ouais. Alors je veux dire, une fois que tu as vu ça pendant tout un match, ça va pas rendre le truc plus intéressant juste Bien parce sûr. que les phases sont censées être plus intenses. Ça va dépendre de qu'est-ce qui se passe pendant ton match. Et oui, après pendant le foot, parfois il y a des 0-0 qui sont un petit peu chiants. Et après parfois il y a des 4-3 qui sont stylés parce que il y a des trucs qui se passent pendant les matchs et que c'est intéressant quoi. Parce que désolé en fait. C'est la vocation du sport, ça n'a pas forcément à être intéressant à regarder. C'est de gagner. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? On a affaire. Alors, je vais pas dire que le foot a pas tenté, essaye pas aussi de rendre ça télégénique, bien sûr. Mais il y a, je trouve là un truc qui va même dans la définition. Il y a pas un truc tout le temps. C'est-à-dire que c'est pas un. Pour moi, le football américain et les sports américains en général, ils agitent les clés en permanence. Regarde, ça brille. Oui. Tu vois, au pire, il y a pas un bon match, mais c'est pas grave parce que allez les gagas à la mi-temps. Allez, tu vois, c'est horrible. C'est ça. C'est un enfer. Tout est marketé, tout est. Et moi, ce que c'est aussi le truc, c'est que t'as pas affaire vraiment à des. Enfin, je trouve qu'il y a une différence en plus même dans la façon dont ils consomment ça, justement, c'est que t'as l'impression que dans les terrains américains, c'est des consommateurs. Il n'y a pas de public vraiment, il n'y a pas vraiment de ferveur. Les gens chantent des trucs un peu, tu vois, il n'y a pas de chant de supporters. Defense, voilà, c'est ça, defense. Il y a une kiss cam, il y a des stars sur le côté. On va là-bas comme on irait à un show télé, comme on irait au cinéma, parce que même au cinéma, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, tu vois, c'est très, on parle dans la salle, tu vois, enfin, le truc, c'est vraiment, il faut qu'on consomme, il faut que ce soit amusant, il faut qu'on rigole, alors que désolé mais le foot et pas que en Europe c'est presque plus sérieux que ça quoi. Enfin je veux dire il y a un truc de non mais la culture de supporter on va dire en tout cas elle existe dans certains clubs ou aux États-Unis ou certains sports aussi ça existe hein. Il y a certaines salles par exemple de NBA je crois où un peu plus parfois il peut y avoir un petit peu d'ambiance mais c'est incomparable avec ce qui peut se passer dans la culture foot en Europe par exemple ou mais je dis en Europe mais même en Amérique du Sud n'importe quoi où c'est littéralement des chaudrons c'est littéralement des religions en Amérique du Sud par exemple tu vois. Notamment, bien sûr. Oui, non, je disais, l'exemple qu'on sort habituellement, que les Américains montrent habituellement, c'est le sport universitaire. Ils vont même pas te sortir la NBA, ils vont te dire la ferveur, on l'a en sport universitaire. Donc c'est les étudiants d'une fac à $50,000 qui vont supporter leur équipe. Allez, cimer. Donc il y a ça, et en plus, après, moi je trouve que tout ce qu'il y a de sympa un peu dans le football américain,
il y a cet autre sport que j'ai critiqué la dernière fois, avec la pire communauté, mais le sport lui-même, moi je l'aime bien. Je trouve que c'est du sous-rugby. Je trouve que c'est du sous-rugby et qu'en plus, le football américain, et ça c'est mon argument, c'est dangereux. C'est du rugby alors, pour moi, moins impressionnant parce qu'ils sont en armure, donc ils ont des trucs, mais c'est débilement dangereux parce que le fait qu'ils soient entre guillemets avec des protections, ça veut dire qu'ils vont en fait faire des chocs, ils vont arriver tête la première dans les gens, et en fait les règles font que tu peux plaquer les gens sans ballon. Donc rapide explication, au rugby un plaquage c'est quand tu attrapes quelqu'un tu le fais tomber. Au rugby la règle c'est tu ne peux plaquer que quelqu'un qui a le ballon. Donc c'est normal, ça paraît logique. Parce que du coup, la personne, elle a le ballon, elle est un peu prête à ça. Et même avec ça, des fois, t'as des joueurs de rugby qui sont morts après des plaquages. Enfin, il y a eu des accidents. Mais au football américain, n'importe qui peut venir te plaquer de n'importe quelle manière, à n'importe quel moment, tant que ça joue. Et donc, en fait, ça donne des chocs horribles. Et en plus, c'est notoire que, du coup, ils se font des chocs à la tête et que l'espérance de vie des joueurs de football américain est horrible. Enfin, ils meurent, ils se suicident après parce qu'ils ont des... Oui, il y avait même eu peut-être un film dessus, non ? Concussion ou un truc comme ça. Là. C'est pas avec Will Smith, du coup, justement, peut-être, je sais plus. Peut-être, alors... Je sais plus. Ouais. C'est Will Smith mais qui joue dedans. De toute façon, et puis, pareil, enfin, moi, c'est un truc qui me... Alors, après, c'est chacun voit le sport à sa façon, mais alors, donc là, on va essayer de parler, du coup, un petit peu plus du sport et en soi, de comment on joue, parce que là tu parles du coup des tacles et tout ça, donc on va peut-être parler un petit peu de tout ça, parce qu'on s'est fait aussi attaquer, je dis on, parce que évidemment on représente la famille bien sûr, la famille football. La famille vrai football, voilà, en plus on va même pas s'arrêter sur le nom, mais bon. Exactement. Donc on va essayer de s'arrêter un petit peu vite fait sur le sport en soi et comment on y joue et tout. Là il y a un moment je crois qu'il disait qui disait en gros que c'était intéressant en termes de défense, les gens ils se rentrent dedans ou je sais pas quoi. À la technique, vas-y on y Mais pour moi c'est ça le truc, c'est que en tout cas de ce que j'ai compris, j'ai l'impression que pour lui les contacts physiques tout ça c'était quelque chose d'intéressant, de fort et de stylé. Je dirais pas que c'est un peu masculin de voir ça comme ça, mais tu sais, moi il y a un truc un peu viriliste bizarre, je trouve, dans le regarde là, on se rentre dedans. Alors que oui, en effet, le foot, il y a de la danse, mais quand on parle de danse, c'est quoi ? C'est de la technique, c'est de l'élégance, c'est vraiment qu'est-ce qu'il y a quand on fait une belle passe, exactement. Quand on fait un beau dribble. Il y a vraiment, et en plus il y a une diversité dans les gestes, dans le foot, il y a tellement de gestes techniques différents et c'est incroyable, et tu regardes les joueurs, ils sont tous différents, alors qu'en vrai, je suis désolé, mais un bon receveur c'est des athlètes, c'est juste il faut juste de la force physique. C'est ça, et un bon receveur alors peut-être que j'y connais rien, je sais pas, mais on va dire un bon receveur de football américain, ok, il est capable de faire un bon appel, il court vite, il tourne à gauche, il tourne à droite, mais moi je suis pas impressionné par ça, parce que moi c'est pas des choses qui m'intéressent tellement, ou sinon je regarde le 100 mètres en fait, tu vois, ok, il va vite, ok, il arrive à attraper, ok, il a attrapé la balle, c'était chaud à attraper, mais avec les mains, mais avec les mains, exactement, mais vraiment, hein. Vraiment, non, déjà, il y a vraiment ça avec les mains, et je trouve du coup que en plus, comparativement au rugby et comme tu disais au foot, tout le monde doit à peu près savoir jouer au foot sur le terrain. Au football américain, ils sont 80 dans l'équipe, ils peuvent changer autant de joueurs qu'ils veulent, donc du coup il y a des gars, ils touchent jamais le ballon, c'est même pas leur boulot. Leur boulot, c'est d'être des déménageurs qui déménagent des gens et qui plaquent des gens. Alors qu'au rugby, en fait, le sport fait que déjà, vu que c'est un sport européen, vu que c'est un vrai sport, il y a pas non plus 18 changements, et il y a toute l'équipe de savoir jouer au rugby. Même les avants qui sont un peu là, on est d'accord aussi, pour un peu saccager la défense adverse, il y a des moments où ils vont toucher le ballon, et il y a des moments où il faut savoir un peu, tu vois, faut être un peu technique, tu vois. Alors que j'ai l'impression qu'au football américain, il y a un gars qui sait faire une passe, c'est le quarterback, et après, il y a que soit des montagnes de muscles qui sont là pour se déglinguer la gueule, soit des gars qui peuvent faire des sauts périlleux au-dessus des gens et courir très vite, et qui sont là pour attraper des balles. Donc je suis assez d'accord, ça danse, mais gars, c'est beaucoup plus difficile de devenir joueur de foot que de devenir joueur de football américain. Enfin, ça se base beaucoup plus sur du talent, que j'ai l'impression que le football américain c'est purement athlétique, à part le quarterback. Ouais, et après le quarterback, il y a
il y a quelque chose de... Oui, mais après, il y a quelque chose de beau après dans les passes qu'ils font. Même si, j'imagine, pareil, hein, je regarde pas trop, donc il y a peut-être de la diversité un petit peu dans les passes qu'ils font, mais même ça, en termes de diversité, je sais pas, tu vois. Quand tu regardes tout ce que peut faire en termes de passes quelqu'un au foot et tout, après peut-être que c'est pas la même chose aussi, hein, il y a de la pression et tout. Évidemment que ça reste aussi impressionnant, et donc je dis pas non plus qu'il y a rien d'intéressant dans le football américain. Moi, c'est ce que je dis. Non, mais vite fait, pour défendre un tout petit peu là-dessus, il y a un truc justement que beaucoup de Français peuvent dire sur le football américain et dire que c'est, au contraire, eux, ils vont dire que c'est ennuyeux de regarder du football américain et qu'il se passe pas grand-chose. Moi j'aurais tendance à leur dire la même chose, c'est ça dépend des matchs, il y a des matchs qui sont intéressants à regarder, d'autres moins, et je trouve qu'il y a un truc qui est quand même sympa dans le football américain, c'est que je trouve que justement il y a un suspense sur la passe, et je trouve que justement sur la phase où justement donc ils vont se rapprocher petit à petit de la zone de et à un moment touchdown, ils vont tenter une passe, et à un moment tu vas sentir que c'est un petit peu le moment, et donc là il se passe un truc où voilà, pendant 5-10 secondes tu vas sentir comme des fourmis qui sont en train de bouger à gauche à droite, et puis le gars il trouve un angle et puis paf ça part. Ça c'est quand même stylé, et tu sens quand même qu'il y a une pression qui monte et que c'est le money time, quoi, que c'est maintenant ou jamais si tu veux marquer un point, ou en tout cas si c'est pas maintenant t'as peut-être 4 tentatives, parce que voilà, c'est par 4 tentatives, t'as le droit c'est 4 tentatives pour avancer de 10 yards je crois, ou 20, 10 ou 20, bref, en tout cas t'as 4 tentatives pour avancer, donc du coup il faut que t'avances à chaque fois, et au moment où t'arrives proche du touchdown, c'est ok, c'est le money time, c'est le moment, et ça crée des moments intéressants, quoi, de la même manière qu'au foot, tu t'approches de la surface, et du coup c'est le moment où il peut se passer quelque chose si tu t'approches de la surface en fait. Donc il y a évidemment, encore heureux, des moments intéressants dans le football américain, donc ça je vais lui donner quand même. Sans doute qu'il y a quelques moments où tu ne t'ennuies pas à mourir dans le football américain. Non, mais le pire c'est que moi j'en sais rien, pour être tout à fait franc, j'ai jamais regardé un match de football américain en entier, donc et je connais à peine les règles, donc voilà. Ouais, c'est faussement compliqué. Et après du coup aussi sur le côté stratégie tactique, je trouve qu'il a été honnête aussi dessus en disant que il comprend pas trop, rien, mais après t'as le truc, ce qui est intéressant quand même, c'est que quand tu regardes les matchs à la télé, c'est que du coup ils ont vraiment popularisé les palettes. Donc c'est-à-dire le fait d'utiliser des flèches ou des schémas en fait en replay, donc après sur les ralentis, pour essayer d'expliquer les tactiques qui se sont passées et tout. Et du coup en vrai oui, si t'es intéressé par le sport à ce niveau-là, je pense que il y a énormément de diversité là-dedans, et ça, why not. Sauf qu'il y a aussi une complexité, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a aussi une complexité technique au foot qui passe au-dessus de la plupart des gens. Tu peux aussi analyser des circuits de passe, surtout aujourd'hui, le football, il a changé, et maintenant c'est vraiment plus une affaire de kick and run comme dans le football anglais des années 90, où tu balançais devant et tu remettais de la tête et t'avais un gars qui arrivait pour shooter. Enfin, le football développé, on va pas rentrer dans les détails parce que ça intéresse personne, mais il y a eu un shift dans les années 2010 où là on est vraiment passé dans des trucs assez précis, et où les joueurs ils font aussi des analyses vidéo, ils analysent leur adversaire assez précisément, et bon alors bien sûr t'as une liberté, c'est peut-être moins arrêté que dans des sports, mais il va avoir une idée assez précise de lui il va se décaler là, je vais lui mettre, c'est presque un peu comme au basket, genre je vais avoir ce circuit de passe là, je vais passer par là et tout, mais bon c'est moins arrêté qu'au basket, mais il y a des similitudes quand même, tu vois. Ouais. Et que les gens ne comprennent pas, enfin qu'un mec lambda devant sa télé ou au PMU ferait pas gaffe. Et ouais, c'est pointu, quoi. Bien sûr. Pour moi, il y a un des trucs où là, pour le coup, je vais vraiment. C'est pour ça que pour moi, le foot est quelque chose de plus intéressant que pas mal d'autres sports. Moi, c'est vraiment comme il disait, il parlait de danse, mais pour moi, c'est vraiment le côté technique, moi, qui m'impressionne dans le foot et que je trouve stylé, quoi. Il y a un truc un peu magique dans le fait d'utiliser le pied, en vrai. Et on va dire par exemple non mais vite fait il y a le tennis aussi par exemple qui est sympa, parce que tu vois que les gars font des gestes techniques avec leurs poignets, ou quand tu vois que ils arrivent à faire des amortis de fou, qu'ils arrivent à trouver des enfin bref, il y a des choses vraiment très belles aussi dans le tennis avec les poignets.
Moi, le problème que j'ai avec le rugby, par exemple, c'est que justement, je trouve qu'il n'y a pas tellement de technique, où il y a de la technique, bien sûr, dans les passes, mais voilà, mais moi, j'aimerais bien avoir des Chistera en permanence, tu vois, pour voir un truc comme ça, où tu te dis, mince, qu'est-ce qui se passe, tu vois. C'est presque, ils en font presque pas assez alors qu'ils jouent à la main, quoi. Bah ouais, c'est ça. Genre, il est où le passement où tu fais passer le ballon dans le dos, ou je sais pas quoi, mais en tout cas, un geste technique comme ça. Le basket, t'as des trucs. Voilà. Le basket, t'as des shots et tout, t'as des trucs techniques du basket. Pour moi, ça reste, et c'est là, on reste là-dessus, pour moi, ça reste moins impressionnant parce que c'est à la main. Oui, parce que on a les mains sont très précises, enfin, c'est quand même se casser les couilles, à aller commencer à taper le ballon avec le pied. Enfin, moi, je trouve que ça se voit, quoi. Que quand tu regardes quelqu'un qui a jamais joué au foot et tu lui mets une balle dans les pieds, mais il se casse la gueule. Enfin, c'est hautement contre-intuitif. Oui, c'est contre-intuitif, donc il y a quelque chose de vraiment d'apprendre. Et c'est un apprentissage qui est long, quoi. Là où le basket, forcément. Mais après, voilà, j'adore le basket aussi. C'est impressionnant de voir pas seulement Curry, par exemple, pour ses shoots, mais des dribbleurs comme Derrick Rose à l'époque, ou Kyrie Irving, ou des trucs comme ça. Les gars, quand ils dribblent et tout. Oui. C'est stylé, aussi de la danse, et c'est du rythme. Bien sûr. Je crois qu'on lui a mis son tarot, là, quand même, non ? Moi, j'en parle comme ça parce que je suis désolé, mais là, t'as vraiment... Moi, je suis supporter du PSG, comme je l'ai dit avant, depuis toute ma jeunesse. Là, si tu commences à dire des choses comme ça, moi, je peux pas laisser passer ça. Dépasser les portes. Non, mais là, le problème, c'est que tu t'attaques à quelque chose. En fait, on vous a bien fait comprendre dès l'épisode 1 que on était tous les deux fans de foot, mais qu'on n'en parlerait pas. Par contre, faut pas venir si vous venez nous en parler, en fait, on se calme, quoi. Mais si vous voulez venir allez-y, bombardez-nous de takes sur le foot si vous voulez, hein. Nous, on est prêts. C'est juste, voilà. On va pas vous embêter avec ça si ça vous embête pas. Mais si vous voulez nous attaquer sur ce que j'ai de plus cher dans la vie et sur les plus beaux moments qu'a vécu Chris dans sa vie, plus que la naissance de son enfant. Et oui. Ou quand il a sorti le Porsche. Alors attends, juste, donc du coup, pour finir, premier épisode de l'année, et on a déjà un contender pour les tectoniques de l'année prochaine sur pire take de l'année. Incroyable. Et la première take de l'année. J'aime beaucoup. Merci pour ça, monsieur O. Moi, à mon avis, tu sais quoi ? Je pense qu'il visait ça. Je pense qu'il visait cet award-là. Bah, pas mal. On lui enverra un truc, hein ? À la fin de l'année, oui, on lui envoie un petit truc. On lui verra un bon cadeau cette fois. On lui enverra un mug Microsoft. Enfin, Faderne, qu'est-ce qu'il en est du mercato maintenant ? Bah, disons que là, on hésite avec un Turc, ta femme, et Bonne, un petit joueur australien, donc on va un petit peu réfléchir dans les semaines à venir entre ta femme et Bonne. Merci Roland. Moi, je réfléchissais à un truc récemment. Tu réfléchis, toi. Le gars lit, le gars réfléchit. Regardez-le, c'est. Je peux pas en placer. En plus, le gars, il a dit ouais, je réfléchis. Il regardait vers le haut comme ça, il se touche un peu sa barbe comme ça, là, en train de se gratter le menton. Je réfléchissais l'autre jour. Bon, allez, vas-y. Donc, moi, en fait, depuis que je suis ici et depuis que je parle bouffe avec les gens, il y a beaucoup de personnes, quand on s'attaque à la nourriture française, quand on parle de la bouffe française, qui me disent « Mais moi, je sais même pas ce que c'est, la bouffe française. Qu'est-ce que c'est ?» Et je me retrouve, en fait, à dire, voilà, à sortir des plats, le bœuf bourguignon, la blanquette et tout. En fait, plus j'y réfléchis, plus je suis forcé de constater quelque chose. Chris, toi, tu cuisines. Ça m'arrive. Ça t'arrive. T'aimes bien cuisiner. J'aime bien. Est-ce que tu dirais que tu cuisines français ? Très peu. Voilà. Qu'est-ce que je fais Et si oui, gratin. Si oui, qu'est-ce que tu fais ? Gratin. D'accord. Alors, gratin... Mais du coup, c'est un peu là que je veux en venir. Vas-y. Ma take, c'est que je remets pas. Alors, je vais pas complètement retourner ma veste. Je continue à dire que la bouffe française, c'est incroyable. Par contre, je crois qu'en termes de bouffe de tous les jours, les Français ne cuisinent pas de la bouffe française. C'est-à-dire que la cuisine française de tous les jours,
elle n'existe pas vraiment. Et là, contrairement à des Italiens, mais plein d'autres, tu vois, des Japonais, je pense même, tu vois, des pays, mais bon, j'y ai pas habité. Mais en tout cas, tu vois, je vois les Italiens, et moi, parce que moi-même, quand j'ai dit la bouffe italienne est surcotée, mais par contre j'adore ça et j'en cuisine, bah, je dirais presque, alors peut-être pas au Japon, mais en tout cas, sans doute la cuisine que je cuisine le plus, après peut-être de la nourriture japonaise, parce que je suis au Japon, c'est de la bouffe italienne. Et je la cuisine vraiment. Enfin, c'est-à-dire, je vais faire des plats, des sauces, où tu vois, j'achète pas juste un sachet de pesto, enfin une boîte de pesto Barilla et je l'ouvre, tu vois. Et en fait, le truc, c'est, j'ai l'impression que les Français, on va cuisiner un peu à la française, mais on va faire très peu de vraie cuisine française. Qui bouffe un bœuf bourguignon toutes les semaines? Personne. Et après, ils vont me dire oui, bon bah je vais manger un confit de canard. Pire mais que tu ça, le fais pas. Combien de Français ont déjà fait un bœuf bourguignon à la maison? Combien de Français ont déjà fait un bœuf bourguignon? Combien de Français ont déjà fait une blanquette? Bah il y en a pas tant que ça, tu vois. Et les trucs français qui vont manger, parce que voilà, ils vont me dire oui, mais j'ai mangé un cordon bleu, j'ai mangé un confit de canard. Tu l'as confit toi-même? Tu l'as fait toi-même ton cordon bleu? C'est pas si compliqué à faire que ça, un cordon bleu. Deux escalopes, faut le faire. Et les gens, je pense, ne le font pas, tu vois. Et donc, au final, j'ai l'impression que dans la cuisine de tous les jours, on va cuisiner autre chose. Et moi, le premier, je vais cuisiner de la moussaka, je vais faire de la cuisine grecque, je vais faire de la cuisine japonaise, je vais faire de la cuisine thaï, parce qu'il y a des plats très, très marqués que tu vois, même de la bouffe indienne, machin. Mais je ne cuisine pas français. Et donc, j'ai l'impression que je suis pas le seul. J'ai l'impression qu'il y a très peu de Français, ils vont cuisiner, on va faire de la cuisine d'autres pays en fait. Mais ça c'est parce que t'es tellement patriotique que t'as pas envie de faire honte à ton pays, et donc tu te dis que ah non mais j'ose pas, c'est trop la cuisine française, c'est trop élevé, j'en ai pas le niveau pour pouvoir faire quelque chose mais je sais comme pas, ça. non mais voilà, alors c'est ça ta tech du coup. Bah non mais en plus t'es un enfoiré parce que pour une fois que je mets de l'eau dans mon vin, pour une fois que j'arrive, je me mets à nu. C'est pas une take de droite, quoi. C'est pas une take patriote. C'est vrai. Tu me snipes. Non, mais tu vois, genre j'y réfléchissais et j'étais en fait forcé de constater. Voilà, ça vient donc ta tech constat, si on va la résumer un petit peu vite fait là maintenant, parce que j'ai pas l'impression que tu l'aies dit clairement, mais ta tech, entre guillemets, tech constat, c'est les Français ne cuisinent pas français en fait. Ouais, mais c'est que la bouffe de tous les jours française, ça n'existe pas. Quasiment. Alors peut-être ça n'existe plus alors. Ouais, on va dire. Je pense. Parce que je pense quand même que... Parce qu'en plus le pire c'est que moi, genre, j'ai beau avoir été élevé par une mère japonaise. T'as dit quoi? T'as dit une louve? Une louve. Allez. Ouais, franchement, t'aurais vraiment pu dire des trucs pires que ça, ça me va. Ça me va. Bah, ma mère, ouais, c'est pas une lionne comme dans Yannick Noah, moi c'était une louve. C'est ça. Voilà, chacun son pays, c'est ce Mononoke, quoi. Elle cuisinait, elle faisait des vrais plats français. Tu vois, genre navarin d'agneau, pot-au-feu. J'ai vraiment été élevé dans une famille où on a mangé des plats en sauce français, mais force est de constater que moi, je le fais pas. Et parce que c'est long, enfin je la voyais faire et tout, un pot-au-feu, c'est long à faire. C'est un truc que tu prépares souvent pour le lendemain. Et c'est pas si compliqué que ça, mais c'est des plats qui sont lourds, tu vois. Contrairement à, j'ai l'impression, de la cuisine méditerranéenne que tu peux... Bon, même si c'est vrai qu'au final, une sauce de bolognaise, faut la faire quand même mijoter longtemps, quoi. Donc je sais pas, en fait je me l'explique même pas. Mais je trouve que, par exemple, les Japonais, pour prendre cet exemple-là, oui, j'ai perdu au jeu, j'avais déjà perdu avant. Eux, ils ont vraiment un truc ils cuisinent japonais, quoi. Ils vont faire du maquereau au miso, ils vont faire des trucs sauce shoyu, teriyaki, des currys, et ils vont vraiment avoir cette culture on cuisine pas juste à la japonaise, on cuisine des plats, ils ont tous un corps de plats qu'ils savent tous faire, et ça mange japonais, c'est les japonais, quoi. Ça, par contre, on peut pas leur enlever. S'ils aiment cuisiner, ils mangent japonais. Et je pense que
ça me fait mal de l'admettre, mais les Italiens, mais chez eux, ils mangent italien, quoi. Il y a pas à tortiller du cul pour chez droit. Ils vont faire de la sauce tomate, ils vont la faire eux-mêmes. Enfin, si, encore une fois, ils cuisinent, ils vont faire des plats italiens. Ouais. Et je pense en majorité des plats italiens. J'ai l'impression qu'un Français qui cuisine, il va avoir sa petite recette de couscous, sa petite recette de machin, mais il n'y a pas à faire énormément de plats français. Je crois, ouais. Je crois que je suis assez d'accord avec ça. Je crois que le constat est là. Juste, alors du coup, sur les Japonais, je pense, et puis du coup, je pense que ça peut aussi expliquer pour les mêmes raisons qu'est-ce qui se passe en France. Et déjà, le truc des Japonais, c'est que culturellement, ils se mixent à très peu de choses, et donc du coup, ils gardent leur culture très forte, et donc du coup, ils cuisinent principalement du japonais bien sûr. Tout le temps, parce que limite, eux, ils ont pas leur riz, ils explosent, tu vois. Bien sûr. Et même pire que ça, c'est même pas leur riz, mais c'est vraiment leur riz japonais gluant. Si c'est un basmati, c'est la fin du monde. Bien sûr. Là où en France... Alors que le riz basmati, c'est meilleur que le riz japonais. Une petite take que je glisse ici pour que peut-être ma mère ne l'entende pas et elle me déshérite pas. Tu tentes le risque, ouais, tu prends le risque. Alors que oui, du coup en France, vu qu'on est un pays européen, il y a énormément d'influence à gauche à droite, je pense que c'est une des raisons qui explique que ça se perd un peu en fait. Moi je sens qu'il y a quand même un truc, un petit peu de génération où je pense que moi, ça m'est déjà arrivé d'aller manger, je sais pas, c'était par exemple ma nourrice à l'époque, qui, en tout cas, j'ai des souvenirs de son pot-au-feu ou des trucs comme ça, ou ma mère aussi qui fait certains plats français. Et ouais, j'ai l'impression que dans notre génération, ça se perd un peu plus. Ça se perd un peu. Et ça se perd, et c'est un mix de se perdre et on fait autre chose, quoi. Voilà. Alors, et c'est peut-être aussi ce qui m'a donné la fausse illusion je trouvais, enfin, pas une illusion du coup, je pense quand même qu'on est plus ouvert du coup à cuisiner autre chose. Je trouve qu'on est peut-être très fiers de notre bouffe, mais en tout cas, on est ouvert à essayer d'autres cuisines. J'ai l'impression. On aime bien cuisiner un plat d'un autre pays, peut-être, non, plus que les autres, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, on le fait. Et tu vois, alors moi, ça vient, ce questionnement vient de, en fait, on m'a fait à manger de la bouffe maghrébine, tunisienne. Et après, moi, on m'a dit en retour, moi, fais-moi un truc français. Et là, je me suis retrouvé, alors je suis pas un as de la cuisine, mais je suis pas un naze. Je suis pas un naze ni un as, je pense que j'ai un niveau un peu ok, et j'aime bien cuisiner, quoi. Yes. Mais je me suis un peu retrouvé là, à faire, putain, c'est vrai que, qu'est-ce que je fais ? Je pars sur un pot-au-feu carrément. Putain, ça va être compliqué, il y a pas vraiment, tu vois. Mais t'as déjà fait un pot-au-feu ? Moi, j'ai jamais fait un pot-au-feu. Vraiment, soyons clairs, j'ai jamais fait un pot-au-feu. J'ai fait 2 ou 3 fois un bœuf bourguignon, mais c'est pareil, il faut que j'aille acheter du vin et tout, et puis c'est long. Et donc après, je suis parti, sinon je fais quoi, une quiche ? Tu vois, je fais une quiche lorraine, ou alors, donc, tu vois, il y a quand même des trucs un peu, ou comme tu dis, un gratin dauphinois peut-être, ou donc il y aurait quelques trucs. Et à un moment, moi ce que je me dis, c'est ou alors je fais un confit de canard avec des haricots et tout. Et là la personne me dit, ah voilà, c'est ça pour moi, vous, votre cuisine, c'est une viande et des légumes à côté. Et bon, elle a pas tout à fait tort, quoi. c'est vrai que c'est un peu ça, tu vois, genre donc, ou alors c'est ça la cuisine française, c'est juste on cuit une viande et on fait des haricots ou des épinards et puis on met un féculent, quoi. C'est quoi la cuisine française ? J'ai l'impression quand même que c'est un art des sauces. Il y a beaucoup de sauces qui demandent du coup un petit peu de skills, quoi. Mais... Et c'est pour ça que le truc, c'est que je pense que du coup, elle est pas accessible, la cuisine française, comme on l'avait dit, je crois. Mais du coup, elle est pas accessible aux Français non plus. C'est pas une bonne cuisine de tous les jours. C'est pas une bonne cuisine de street food, tu vois. Genre, c'est une cuisine, c'est une cuisine de gens qui prennent le temps. Et peut-être aussi, ce qui se passe avec notre génération, c'est que la transmission est un peu bloquée. C'est-à-dire que nos parents nous ont pas appris à faire leurs plats que leurs parents leur avaient appris, peut-être. Et c'est qu'on prend peut-être plus le temps de faire ces plats. Franchement, moi, la dernière fois, justement au Japon, une fois, j'ai fait un bœuf bourguignon. C'est long, hein. C'est long à faire. Hein. Ouais, et alors après...
il faut trouver la bonne partie du bœuf et tout. Enfin, bon, mais après, c'est parce que je suis. Après, en France, ce serait pas si compliqué. Et aussi parce que j'étais au Japon. Oui, puis bœuf bourguignon, c'est la cuisson qui est longue, mais après. Oui. En gros, c'est entre guillemets. Oui, en termes de technique, c'est pas et puis compliqué à faire. Aussi, un bœuf bourguignon en vrai, peut-être 2 heures de cuisson, ça pourrait passer, non? Il y a pas un truc. Genre évidemment que plus c'est long, mieux c'est, hein. Mais je veux dire. La viande va être bof. Ouais. Va vraiment être bof. Ouais. Ok. Mais c'est comme le pot-au-feu. Le pot-au-feu, c'est meilleur le lendemain, tu sais. Genre quand la viande. Ou alors voilà, il y a un truc. C'est con, mais la ratatouille, par exemple. Moi, c'est un truc, là, j'ai un peu arrêté d'en faire récemment, mais c'est un truc que je faisais beaucoup. Ça, j'aime beaucoup la ratatouille. Ouais. Et mais c'est peut-être un des rares plats que je faisais beaucoup, mais qui n'est pas un plat qui s'autosuffit. On peut le faire avec autre chose. Et c'est là qu'on revient. C'est des légumes avec de la viande. Du coup, je le cuisinerai avec une pièce de viande, et là, je me fais coincer. C'est une pièce de viande avec ou un poisson avec des légumes à côté. On vous emmerde en fait. Vous, les Japonais, vous mettez de la sauce shoyu partout, on vous fait pas chier. Petite parenthèse, je sais plus si j'en avais parlé dans ce podcast, mais il y a un film sur la bouffe, date d'il y a peut-être 2 ou 3 ans, qui était à Cannes, qui avec a peut-être Benoît Magimel, là ouais. Et Juliette Binoche. Exactement. Qui a peut-être eu le prix de la mise en scène, je crois, qui s'appelle La Passion de Dodin Bouffant. Et tu l'as vu ? Je l'ai vu. Et donc c'est un film. Alors rapidement, le pitch du film, c'est une romance entre un cuisinier et sa cuisinière, en gros. Genre c'est un grand cuisinier et lui il a une. C'est pas une commis, mais c'est un peu plus que ça en fait quand même. Genre la meuf, elle a son niveau en vrai. Ah oui. Tu vois. Ah donc c'est deux. Mais c'est juste qu'ils ont commencé un peu comme ça. Et au final, c'est pas son niveau. Et en gros, c'est une romance qui se monte entre eux deux en fait. On va présenter ça comme ça. Mais pourquoi je conseille le film et pourquoi j'en parle, c'est parce que là, du coup, le film, il te filme la bouffe, la cuisine française. Et c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et genre vraiment, les 20 premières minutes, quand je dis 20 premières minutes, c'est vraiment 20 minutes du film au début. T'as pratiquement pas. Bon, t'as quelques dialogues, mais t'as pas grand chose. Et c'est juste. On filme les plats, on filme comment ils ont préparé tous les plats et tout. Et ils te font une seule meunière, ils te font une omelette norvégienne, ils te font je sais pas quoi, ils te font plein de trucs. Tu vois la diversité, tu vois ça, t'as l'impression de regarder, quand tu regardes, t'as envie de tout bouffer. Bien sûr. Et c'est, tu sais, c'est vraiment. On a tous l'image des films de Miyazaki où ils font de la bouffe là. c'est le parent, mais c'est la ça, réponse. Mais c'est la réponse. Mais le Festival de Cannes, où tu regardes le truc, tu fais mais qu'est-ce qui se passe quoi. Et vraiment, c'est impressionnant et c'est ultra stylé et genre vraiment je le conseille à tout le monde. Et le film est un peu péteux, je dirais que ça fait un petit peu prétentieux parce qu'il parle un petit peu façon 19e siècle et tout. Mais le film est passionnant et très simple. Et voilà. Et donc une lettre d'amour à la cuisine française de fou, genre vraiment. Oui. Donc attends, ce qui est en train de se passer là, c'est que tu es en train de défendre la cuisine française. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une inversion des rôles là pourquoi pas sort de ce corps, Julien. Moi j'ai fait un classement où j'avais mis la cuisine française relativement haute. Voilà. Et voilà, et pardon, vite fait, la parenthèse est finito. Et juste un dernier truc que j'allais dire, c'est qu'on parlait de bouffe, de ce que les Français bouffaient. Là tu parles de cuisine. Par contre, le truc où je pense que les Français continuer à bouffer français, c'est par exemple le fromage, le pain. Ça, c'est quand même des trucs quotidiens que les gens consomment énormément. Alors, ils font pas de fromage chez eux, ils font pas forcément du pain tout le temps non plus, mais c'est des trucs qu'ils consomment quotidinement par contre. Alors, c'est vrai, et je trouve qu'on a, en fait, qu'on soit bien clair, on a des règles très précises, on a une façon de manger, on a un respect pour la nourriture, le produit, on coupe le... Putain... coupe le micro, on met des patates dans le micro. On va diviser le plat, le repas en entrée, plat, fromage, dessert. Parce que, je vois quand même qu'on prend ça d'une manière qui est pas la même que tout le monde. Tu vois, que c'est important de prendre le temps que. Non, voilà, je dis vraiment pas que les Français ne savent pas manger ou... Parce qu'encore une fois, ils vont s'intéresser à la cuisine, beaucoup de Français aiment cuisiner et tout, mais c'est vrai que c'est juste que j'ai l'impression que si vous posez la question chez vous, qu'est-ce que vous faites de français dans la cuisine que vous faites tous les jours ? Si vous-même en fait,
Et je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que parce que tu vas aller acheter ton pain, tu vas aller acheter ton fromage, tu vas acheter des choses qui sont déjà faites, qui sont de la cuisine française de base, mais c'est quelque chose qui est difficile à faire soi-même. Ou alors qu'on prend plus le temps de faire soi-même. Mais oui. Et c'est là que, après, voilà, c'est des gens qui... Si tu passes le cap et que tu deviens vraiment chaud en cuisine, j'ai l'impression que tu peux retomber dans de la cuisine française. Mais c'est comme tu dis, tu vois, là, après, c'est des sauces, c'est des trucs... Moi, j'ai un pote qui a travaillé en restauration. Bon, bah oui, quand tu vas manger chez lui, lui qui cuisine français, quoi. Mais du coup, parce que tu sens que lui, il a un niveau que moi, j'ai pas, quoi. Ou, tu vois, il a des techniques que moi, j'ai pas, quoi, tout simplement. Ouais. Un steak au poivre, des trucs comme ça. Ouais, c'est ça, tu vois. Vas te faire, ouais. Donc. Et puis, il y a les desserts aussi, peut-être. Alors, je sais pas à quel point. Les desserts, on met une vitesse à tout le monde. Oui, hein, mais pour moi, c'est une des raisons oubliées de pourquoi la cuisine française est probablement dans le top aussi, à mon avis. Pour moi, en tout cas, moi j'adore tout ce qui est sucré aussi, hein, donc pâtisserie, gâteau, etc. Toute préparation comme ça, on est trop chaud. On est très très chaud. Mais peut-être que ça, on fait un petit peu plus, tu vois. Enfin, ça peut être des trucs aussi simples que des crêpes, par exemple, qui est quand même très commune et qui est relativement facile à faire. Non, mais c'est vrai, les gâteaux aussi, par exemple, peut-être. C'est vrai, les crêpes, c'est vrai. Oui, et puis c'est vrai que si tu fais un gâteau, si tu fais une tarte aux pommes, bon bah oui, t'as cuisiné français, hein, techniquement. Est-ce que la tarte aux pommes, ils vont nous le revendiquer? Peut-être les Anglais, je sais pas, non? Non, parce qu'ils la font pas pareil. C'est pas pareil. Ils la couvrent. Ah oui. Elle est dégueulasse. Ah ouais? Non. Ça reste une tarte aux pommes, mais moi je préfère vraiment... juste, mettez pas de cannelle dessus, mais je préfère vraiment la tarte aux pommes française. Ouais. Elle est plus jolie en plus. Tu sais que je suis passé à Londres vite fait là. Ouais. Pour 3 jours en famille. Alors. Et on a mangé anglais, principalement anglais. Hein. Et bah franchement, c'est pas mal. Hein. Attends, t'as mangé quoi? Fish and chips, English breakfast? Alors on n'a pas fait un seul fish and chips parce que j'ai même eu un anglais, le gars qui organise notre meet-up. Qui m'a t'as vu Matt? Ah non. Non, je l'ai pas vu, mais en tout cas, je lui ai demandé des conseils, des adresses. Et lui-même m'a dit fish and chips, c'est overrated, n'y va pas, il n'y a pas besoin. Tu vois. Donc lui-même est conscient en tant qu'anglais que c'est pas fou. Non, mais par contre, j'ai fait le petit-déj anglais, là, English breakfast, tu vois, l'assiette et tout. English breakfast, à part le truc le moins bon, qui sont les baked beans. Bah bon, t'as les petits haricots là au milieu. Bon, ça va, en vrai, c'est pas si horrible que ça. C'est des beans dans du ketchup. T'as la saucisse. Une saucisse anglaise aussi, du coup. Voilà. Et après, sinon, on est allé manger des tourtes. Ok. Voilà. Tourtes anglaises, du coup. Avec tu sais, tu peux prendre tourte avec mashed potatoes et ce genre de trucs, non? Pas ça. Alors, comment ça? Avec de la mashed potato à l'intérieur? Non, mashed potatoes à côté et puis te mettre une sauce dessus. Ah, mais je crois ça, c'est de la bouffe un peu prolo, ça, je crois. Ouais, mais on en avait à côté, je crois, de la purée, ouais. Mais en tout cas, ouais, les tourtes purée, non, les déjà, tourtes tu vois qu'ils n'ont rien compris. Mais les tourtes qu'ils ont fait, franchement, elles étaient stylées. Et puis, c'était de différents styles. Ça, c'est ma sœur qui avait l'adresse. Et l'adresse était cool. Ouais. Mais j'étais pas en mode ah là là, ça va pas du tout, etc. Ouais. Je trouvais ça pas mal, en vrai. Ouais. Pas impressionné, mais pas mal. Ouais. Pas immonde, quoi. J'ai pas vomi. En fait, c'est vraiment le fait d'avoir entendu plusieurs fois des gens me dire je ne sais pas ce que c'est que la cuisine française. Explique-moi. Ouais. Et où je dois bien avouer que si on sort des lieux communs où tu commences à balancer des photos de pot-au-feu à tout le monde. Les plats de fromage d'hiver, là. Ouais, la raclette. Alors, une raclette, c'est pas vraiment cuisiné, mais une tartiflette, par exemple. Tartiflette, ouais. C'est un truc que les gens font, en vrai, les tartiflettes. C'est vrai. Non, mais il y a plein de trucs. Ils peuvent faire aussi. Il y a plein de trucs. Et c'est pour ça que je dis pas qu'on a... Encore une fois, on a une culture culinaire très très forte, mais c'est juste dans la vie de tous les jours. Tartiflette, c'est français? Quoi? Parce que raclette, du coup, c'est pas... Les Suisses, là, ils vont nous tomber dessus. Hein. Ouais. Non, mais de toute façon, c'est comme les Belges avec les frites, on vous les laisse, c'est bon, on n'a pas besoin de ça. Allez, on vous laisse. Très bien. Donc voilà, tout se perd. Philippe, au secours. Laissez-moi finir. Non, mais attendez, il y a des limites. Vous me coupez à
chaque fois. D'accord? Alors moi aussi j'en ai marre. À chaque fois vous me coupez la parole. J'essaie de trouver des solutions pour vous. Je me fais un cul comme ça. J'entends votre équipe. J'essaie de vous sortir de la merde et ça vous va pas. D'accord? On bosse depuis ce matin à vous faire des plats, pour vous faire plaisir, pour vous montrer qu'ils sont capables de faire le boulot. Et ça va pas. Qu'est-ce qu'il vous faut? Vous m'excusez là. C'est moi qu'il faut excuser. C'est moi qu'il faut excuser. Parce que je me fais chier. Non, vous m'excusez. Oh! Non, vous m'excusez. Là, tu viens de finir en disant Philippe, je t'ai laissé passer, mais on parlait duquel Philippe là? De Philippe de Villiers, c'est celui-là que t'appelais? Bah non, Etchebest. Ah ok, pourquoi pas? Ah ouais, d'accord. Le gars... Voilà, je pensais que tu parlais d'un gars de droite. L'autre personne qui appelait à l'aide de quelqu'un, c'était Jean-Marie. Oui, c'était Jean-Marie. La réponse, c'est vrai que la référence... tu vois. C'est vrai que c'était clairement une référence à ça, et c'est vrai que ça pouvait paraître un peu obscur. Chacun ses références, quoi. Bon. Oui, du coup, moi, ma référence, c'est Philippe Etchebest, et toi, ta référence, c'est Philippe de Villiers. Bien joué. C'est bien retourné. Bon, on va finir avec une session un peu culture, on va dire culture en général, et on va parler de séries encore de nouveau. Ouais. J'avais parlé de Pluribus en ouverture. Là, on va peut-être parler vraiment d'une série vraiment qui est complètement à l'opposé de ça, justement, de comment on construirait une série. Ouais. Et on va parler de Stranger Things. Donc la dernière saison là, qui vient de sortir. Et je l'ai fini hier soir. Et donc toi, t'as tout regardé? J'ai tout vu depuis hier soir. Et donc je sais pas si t'as vu un petit peu ou pas du tout. Est-ce que t'as entendu des échos vite fait sur... Oui, remettons dans le contexte. Ouais. Moi, j'ai vu la saison 1 et 2 peut-être, quand les enfants avaient encore l'air d'être des enfants. Ouais. Quand Millie Bobby Brown n'avait pas 35 ans. et j'avais trouvé ça sympa. La première saison est vraiment cool. J'avais trouvé ça cool. Mais j'avais un peu l'impression de m'être fait avoir par des member berries après coup. Des quoi? Je trouve. Alors les member berries, c'est des petites berries, c'est des murs. Mm-hmm. Et c'est un personnage dans South Park. Et c'était déjà il y a 15 ans. Et en fait, c'est des petites berries qui font remember. Et ça critique la nostalgie dans les séries. Et le fait qu'on fasse appel, remember, ça veut dire souviens-toi, qu'on fasse appel à tes rêves d'enfance pour te revendre un truc rebrandé nouveau, quoi. Ouais, la nostalgie. Voilà. Utilisé donc, comme argument comme seul contenu. Mm-hmm. Et en fait, ça m'a un peu fait l'effet de Star Wars 7. C'est-à-dire, après coup, je sors de ce truc et je suis là en mode pas mal, tu vois. Et après, je me dis, ouais, mais attends, mais on m'a eu là, on m'a vendu la même chose. En fait, on m'a revendu E.T., tu vois, enfin là, on m'a pris un emballage film années 80, enfant vélo, pour au final me pondre un truc qui a pas, un intérêt de fou. Et donc, je trouve 80% de l'intérêt marketing, ou enfin de ce qui est vendu, c'est vraiment cette nostalgie de regarde, il parle avec des talkie-walkie, il n'y a pas internet, et il se balade en vélo, tu vois. Ouais. Voilà. Alors, je dirais que et après je dirai ma tech juste après, juste pour répondre à ce que tu viens de dire. Je dirais que vraiment oui, la première saison a vraiment surfé là-dessus. Alors après il y a quelques, comment dire, peut-être saison 2, 3, il y a 2-3 choses comme ça sur la nostalgie des années 80 qui revient encore. Là d'ailleurs sur la saison 4, donc maintenant c'est 5 saisons. Hein. Okay. Donc la saison 4 qui était sortie avant, ils avaient aussi un petit peu buzzé sur la chanson de Kate Bush, là, où du coup ils ont fait un petit peu de nostalgie sur la musique aussi. Chose qu'on retrouve en plus là dans la 5e saison, là, ils ont mis du Prince, des choses comme ça. Okay. Mais je trouve qu'en termes de format, parce que c'est vraiment le format, en tout cas ce que ça raconte, le format dans la saison 1 qui était ça, c'était vraiment les jeunes, façon les Goonies, façon truc de Spielberg un peu. Et que ça jouait là-dessus. Moi, j'ai quand même l'impression qu'au fil des années, Stranger Things, c'est quand même devenu un petit peu son propre truc. Oui, ça, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que, comme tu dis, voilà, ils ont grandi. S'auto-référence. Voilà, donc du coup, c'est vraiment devenu un petit peu son propre truc.
au point que peut-être ça devient un problème déjà dans les saisons d'avant, mais peut-être encore plus sur la dernière saison là. Mais ma take va pas forcément être en accord avec ce que je viens de dire là. C'est que moi, donc là, la fin de Stranger Things, ma take c'est ça, la fin de Stranger Things, pour moi, elle est satisfaisante. C'est-à-dire que... Ah oui, tu vas à l'encontre de l'avis un peu général. Le truc, c'est que l'avis général, à mon avis, en majorité, les gens sont quand même déçus de ce qui s'est passé sur la dernière saison. Encore une fois, j'ai pas dit que c'était une bonne fin. Ce que j'ai dit, c'est satisfaisant. Okay. Alors, pourquoi je dis satisfaisant ? Parce que déjà, il y a un truc qui s'est passé là avec Stranger Things au fil des saisons, c'est que... c'est qu'ils ont 45 ans. Alors oui, déjà, Bobby ils ont Brown, tous... elle a fait le métier, Elle a même un gosse, alors je crois qu'elle l'a adopté ou quoi, mais en tout cas, elle a un gosse techniquement. Et puis on dirait qu'elle a fait déjà du botox. Franchement, le truc, c'est qu'il y a un truc un peu bizarre sur certaines scènes. Bon, après, elle fait ce qu'elle veut avec son corps, évidemment, et on n'est pas là pour juger ça, mais bon, on est un petit peu... oui, mais on est un peu cringe quand tu sais que c'est censé encore être une gamine de maximum 17 ans, 18 ans, parce que... Oui, parce qu'ils justifient ça comment, du coup ? Ils en parlent pas, c'est pas un sujet, en fait. Ah, donc ils parlent pas du temps qui passe. L'âge, en tout cas, le temps passe, mais le fait que les acteurs aient aujourd'hui 22-23 ans et que c'est pas traité, c'est encore des ados, en fait. Ok. Voilà. Le temps passe, mais c'est encore des ados. Okay. La saison se finit, c'est pas un spoiler de dire ça, mais tu pourrais peut-être presque le deviner, vu le sujet de Stranger Things, mais ça se finit le lycée sur c'est comment dire, la cérémonie de remise des diplômes, tu vois. Prom, exactement. Donc ça se finit là-dessus, comme prévu entre guillemets, tu vois. Ok. Voilà. Donc pourquoi pour moi c'est satisfaisant ce qui s'est passé, c'est déjà qu'en fait au fil des saisons, moi mes attentes elles étaient de plus en plus réduites, de plus en plus basses en vrai. Mais voilà. C'est un peu ça le truc quand même, c'est que saison 4 déjà, même s'ils ont un petit peu relancé le truc sur la saison 4 en vrai, il y a des choses qui se passent, genre il y a un côté un peu plus horrifique, ils ont repris encore, il y a des corps qui se déforment et tout, façon, c'est Edgar Wright qui faisait des trucs comme ça, d'horreur et tout. Ouais. Bon, ils ont un petit peu relancé le truc quoi, mais en tout cas moi j'ai senti un truc, moi je me suis dit... Ah, ça va faire un Game of Thrones, je crois. Ok. Moi, j'étais dans ce mode-là déjà. Ouais. Genre, ça va être ça, Game of Thrones, dont la dernière saison est notoirement nulle à chier. Exactement, et que moi, j'ai trouvé catastrophique. Ouais. Et c'est vraiment un bus que j'ai vu arriver. J'ai vu l'accident arriver pour moi déjà depuis l'avant-dernière saison. Ok. Mais voilà, moi, je le voyais le truc. Et Stranger Things, j'imaginais que ça allait être un truc comme ça. Et au final, à mon avis, ils ont réussi... à tricoter un truc. Et pour moi, en gros, ils ont réussi à faire une fin satisfaisante. Dans le sens où, en tout cas, ça aurait pu être largement pire que ça. Et au moins, tous les personnages, ils ont leur closure, leur arc et tout, quoi. Alors, deux petites choses. Quand tu dis satisfaisante, donc par exemple, une fin catastrophique de série à la Game of Thrones, tu la notes combien ? Sur 10 ? Game of 2, Thrones 3 Ouais, 3, allez, 3. Fin de saison, fin de série brillante, Breaking Bad, c'est quoi, c'est 8-9 ? Breaking Bad, c'est au moins 9, ouais. Au moins 9 ? Et donc là, on serait sur quoi ? Là, Stranger Things, combien je noterais la fin là ? Tu t'es dit, ça va partir sur un 2-3 ? Et finalement, à la fin, on est sur quoi ? Satisfaisante ? T'es sur un 6 ? Il y a un petit détail que j'aime bien, qui fait que c'est un 6. Sinon, ce serait un 5. Mais en gros, je donne la moyenne, parce qu'en gros... c'est ce que j'attendais et ils l'ont bien fait. Ok. Et donc deuxième truc, qu'ils ont bien fait. Et voilà. Moi deuxième truc, la question que je te pose, c'est parce que moi je m'en fous, je regarderai pas. Est-ce que du coup maintenant, est-ce qu'on peut passer dans une partie où tu me spoil massivement le truc et tu m'expliques pourquoi c'est satisfaisant ? Je t'expliquerai un petit peu après. En tout cas, je parlerai d'un truc important un petit peu après dans la présentation. Et bah vas-y alors. Mais pour le moment, en fait, je vais décrire un petit peu la saison 5 d'abord. C'est pour ça, vas-y. J'aurais pas forcément besoin de rentrer dans les détails pour reparler des points forts et points faibles de... C'est bien que je l'ai pas vu, comme ça
puisqu'on n'est pas tous sans doute ici, nos milliers d'auditeurs n'ont sans doute pas tous vu Stranger Things. Je suis pas le seul con à ne pas voir. Mais je pense qu'en vrai, tu crois que c'est encore si populaire que ça? C'est assez populaire. Ouais. Le bar, franchement, à Paris là, quand j'étais à Paris, dans les métros, c'était partout. Hein, c'était partout. Dans le marketing, et puis quand j'en parle aussi avec des gens dans d'autres groupes de potes et tout. Ouais. Ça regarde pas mal. Ça regarde pas mal, et si ça n'a pas regardé, ça a l'intention de regarder. Ça a l'intention de regarder. Ok. Parce que c'est vrai que moi, vraiment, c'est sorti de. Autant la première saison, c'est vrai que c'était vraiment un phénomène. Après, c'est vrai que là où on habite, il y a beaucoup moins on est beaucoup moins sujet à ce genre de choses. Et puis après, toi aussi personnellement, j'ai l'impression que tu as du mal à finir les séries aussi. Oui. Et puis si ça t'accroche pas de fou, tu vas peut-être pas forcément finir le truc. C'est vrai. Ouais. Bon, alors la saison 5. La saison 5, donc pour rappel, en gros la saison 5 reprenait avec un méchant qui avait été introduit dans la saison 4. Ok. Où en fait pendant 3 saisons avant, t'avais une sorte de méchant un petit peu bizarre, spectral, un peu obscur, une sorte d'entité un peu surnaturelle en fait. Il y a un monde parallèle. Exactement. Où le gamin dans la première saison il disparaît, il revient. Ouais. Et ensuite, oui, donc dans ce monde parallèle, l'Underworld, l'Upside Down, le Nether, ok. En français, je sais plus, c'est quoi le monde de l'envers, peut-être ils appellent. Le Sansitsu. Voilà, mais en gros, pendant 3 saisons, il y a une sorte de méchant obscur, surnaturel, et puis à partir de la saison 4, ils introduisent un vrai méchant. Vecna, voilà. Vecna, ouais. Qui est une vraie personne, qui reste surnaturelle dans ses pouvoirs, mais en fait, cette fois-ci, c'est une vraie personne. Ok, il a une entité, quoi. Pour moi, j'ai pas trop compris. Moi, je trouvais que c'était pas forcément un méchant super bien dans la précédente, mais en tout cas, ça a ajouté un nouveau type de menace avec forcément un gars qui avait un plan, en fait. Ouais. L'idée, c'est que le gars, il a un plan. Moi, je trouve que la saison 5, le gros problème de la saison 5, c'est que, du coup, l'intrigue, en général, à mon avis, elle marche pas très bien. Ok. Il y a le plan du méchant. Je comprends pas trop pourquoi exactement il fait ça, mais bon, tu comprends qu'en gros, il capture des gamins pour pouvoir les pervertir et pouvoir créer son monde comme il le veut, un truc comme ça. Mais du coup, les héros ils sont safe, non, vu qu'ils ont 44 ans? Alors, mais du coup, ce qui se passe, c'est que t'as la petite sœur, en fait, d'un des gars. Ils ont été obligés de balancer la petite sœur. Qu'ils ont envoyé. Mais parce que Vecna là, il arrive devant Eleven, il fait je peux plus. Vous avez 4 crédits, 3 enfants, vous avez 36 ans, Millie. Vous êtes bien trop vieille. J'arrête. Voilà. Donc l'intrigue à mon avis marche pas trop, et puis en plus aussi il y a un truc qui arrive qu'on voit peut-être pas dans la saison 1, saison 2 je sais plus, mais en fait t'as toute une partie militaire en fait. Ah oui. Où t'as Linda Hamilton. Ah oui, la meuf de Terminator 2. Voilà, donc c'est elle qui joue la méchante militaire, qui est du coup un autre secteur des méchants. Et ça, c'est vraiment le truc le plus faible de la saison 5, c'est les militaires et pourquoi ils sont là. J'ai entendu trop de persos, moi, oui. Et oui, après, du coup, maintenant, le casting est vraiment énorme, et il y a énormément de personnages, etc. Donc vraiment, pour moi, l'intrigue est pas si intéressante que ça, mais bon. Méchant pas incroyable non plus, ok. Ouais. Donc ça, c'est les forces en présence au début de la saison 5. Ouais. Donc qu'est-ce qui fait que là ça sent un peu le sapin, là, ce que tu nous dis. Beaucoup de personnages. Ça, c'est les points faibles. Et puis, on parlait aussi du format Stranger Things. Pour moi, ça, c'est aussi un autre point faible. Mais c'est aussi un petit peu le point fort. Du coup, je ferai la transition avec ça après. C'est que là, on est vraiment rentré sur chaque épisode dans le même format le début, c'est oh là là, il faut qu'on fasse quelque chose, élaborons un plan, on discute du plan ensemble. Ah, quelqu'un a une idée de génie, on va faire le plan, et puis avant qu'on exécute le plan, tu vas avoir des petites scénettes entre les personnages pour qu'ils développent leurs interactions en fait. Et une fois qu'ils ont fait les petites scénettes, t'as toujours cette personne qui va dire bon, vous avez fini de discuter là, on a un truc à faire là. Et ensuite l'action, et après fin de l'épisode, et littéralement franchement pendant 7 ou 8 épisodes c'est vraiment ça, c'est à chaque fois il y a un nouveau plan et il y a des nouvelles petites scénettes et il y a l'action. Et alors moi j'ai entendu, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, que justement il y a des gens qui reprochent à Netflix d'avoir une écriture
de plus en plus bavarde. Et donc l'idée, la théorie du petit complot derrière ça, ce serait de dire, en fait, les gens maintenant, les créateurs de séries ont intégré le fait que les gens ils regardent les séries avec le téléphone portable dans la main, ce que tu es en train de faire là. Ouais. Et que en fait, ils sont pas attentifs. Et que maintenant, il y a beaucoup de séries Netflix à qui on reproche d'être hyper bavardes, où en gros la personne va dire oui alors répète-moi qu'est-ce que c'est que le plan, vu que tu écoutes pas, tu vois, vu que en fait ce qui montrait avant, qui pouvait montrer, parce que tu sais il y a ce grand truc au cinéma de dire au cinéma ne dites pas, montrez, et qu'en fait là on est revenu à un truc de dire surtout ne montrez pas parce que mon cousin il est en train d'aller chercher sa bière, hein, ou que on est un peu sur son portable, hein, moi le premier, hein, et que du coup il faut que ce soit très clair, il faut que tu puisses suivre d'un œil en gros. Ouais. C'est horrible hein, entre nous. Dans l'idée, hein, on est d'accord. À mon avis, c'est pas ça Stranger Things. Ok. À mon avis, c'est ça pas ne ça. souffre pas de ça, d'accord. À mon avis, c'est pas ça. Okay. Par contre, ça parle énormément, on est d'accord. Les épisodes sont tous très longs, ça dure tous 1 heure, les 8 épisodes. Enfin, même le dernier, c'est 2 heures. Enfin, bref. Ça sort en 3 fois. Voilà, c'est relativement long. Non, ce que je viens de dire d'ailleurs, donc le point faible qui est la répétition, pour moi, ça poserait pas de problème s'il y avait moins d'épisodes. Ok. Parce qu'en fait, je trouve que leur formule, elle marche bien. Ok. En fait, c'est ça la vérité, à mon avis. Et c'est pour ça que ça va regarder. Okay. Et c'est pour ça que ça regarde depuis le début et que je suis pas sûr qu'il y ait tant de pertes que ça entre chaque saison. Okay. Et que malgré tout, la dernière saison va quand même marcher. Ouais. C'est que la formule marche et que tu regardes et que t'as envie quand même, t'es attaché à ces personnages et t'as quand même envie de voir un tel interagir avec un tel et discuter et parler de leurs sentiments et parler de tel truc. Et je trouve que pour moi, c'est ça la force de Stranger Things, et c'est ça la force encore de la saison 5, c'est ces personnages, c'est le simple fait que t'es content de les voir discuter, de les voir s'engueuler et de les voir interagir entre eux en fait. Ouais, la camaraderie. Exactement, et ça malgré tout, je trouve qu'ils ont quand même encore l'écriture à ce niveau-là. Alors certes, ils n'ont pas l'écriture au niveau de l'intrigue, qui pour moi part dans tous les sens, t'as des trucs dont tu t'en fous, parfois tu te demandes même, attends mais je comprends plus les règles de ce monde-là, pourquoi ça va fonctionner comme ça ou quoi. Au final, le kiff, il est dans les personnages, tu vois. Et c'est en ça que pour moi, la conclusion est réussie. C'est que, donc là je vais commencer à un petit peu spoiler, c'est que vraiment, la conclusion, le dernier épisode, la dernière heure que tu peux t'imaginer de Stranger Things, de qu'est-ce que ça pourrait être la dernière heure, sur que vont devenir en fait ces personnages que tu as vu grandir littéralement et vieillir, prendre leur retraite. Exactement. La façon dont ils parlent de leur lycée après, de qu'est-ce qu'ils vont devenir. Tu as littéralement une scène en fait avec donc là t'as 4 personnages qui sont Nancy, donc c'est la grande, enfin je sais plus si tu te souviens, mais en gros c'est avec Nancy, avec Harrington. Ah oui, le chevelu là. Le chevelu qui est peut-être un des meilleurs personnages de la série. Robin qui est une meuf que je sais pas si tu l'as vu encore, mais bref. Robin et Will, je crois. Donc ça c'est les 4 gars, les 4 personnes qui discutent un peu. C'est vraiment façon le cœur des hommes, ils sont en train de discuter entre eux, parler de nostalgie et tout. C'est la fin de l'enfance, ils sont en mode bon, il faudrait qu'on fasse ça de nouveau. Et fini depuis un moment l'enfance les gars là. Pour eux ils ont 30 ans je pense, les acteurs. Et tu vois, c'est un petit peu ce que j'étais venu chercher. Et en fait, ils me l'ont donné et ils l'ont plutôt bien fait, tu vois, ces scènes-là. Et du coup, il y a vraiment un sentiment de ok, merci d'avoir fini ça. Alors vraiment, clôturer cette partie-là. Le cliché qui se passe avec les gamins, t'aurais peut-être même pu l'imaginer, c'est qu'ils vont carrément finir la série sur une partie de Donjons et Dragons. D'accord. Tu vois, comme ils ont ouvert sur la saison 1. Ils vont finir là-dessus et puis il y a un truc voilà, alors vraiment là j'y vais à fond le spoiler. Vas-y. Où là tu vois ils quittent le basement, le sous-sol, et là du coup t'as la petite sœur qui par contre elle arrive pleine d'énergie et elle descend dans le sous-sol et elle va jouer à leur place. Et du coup voilà, il y a un truc de vraiment de nostalgie, de fin d'enfance où vraiment
à mon avis, ouais, ils l'ont bien fait ça, tu vois. Okay. Et ils ont respecté leurs personnages jusqu'au bout. Ouais. Ils leur ont donné presque à tous un arc de fin, une fin sympathique. Et quand je dis presque à tous, ça va être intéressant parce que pour moi, c'est ça qui va donner le 6. Parce que tu vas avoir le personnage de Eleven, donc de 11, qui du coup, elle, en fait, va se sacrifier un peu plus tôt dans l'épisode, le dernier épisode, pour entre guillemets sauver tout le monde. Ah, qu'elle est dead. Donc techniquement, elle est dead. En tout cas, dans l'épisode, la façon dont la scène est présentée, en fait, elle se sacrifie pour clôturer le Upside Down et pour mettre fin, parce qu'en fait, les militaires, ils lui courent après pour pouvoir créer d'autres gens comme elle, pour pouvoir continuer à faire de l'Upside Down. Et en fait, elle se dit... Que c'est surprenant comme plan. Et en gros, elle se dit, vas-y, moi je vais me buter. C'est du jamais vu, ça. En tout cas, elle a dit, vas-y, moi je vais me buter dans ce truc-là, comme ça, il y aura plus de gens comme moi, et comme ça, il y aura plus de raison d'ouvrir l'Upside Down, ce sera plus possible. Ok. Et moi, j'ai trouvé ça un petit peu dur sur le moment, parce que je me suis dit, putain, la gamine, elle a vécu, elle a été abusée toute sa vie et tout, et la conclusion qu'il lui donne, c'est une conclusion de héros qui se sacrifie. Je trouve ça un peu dur, tu vois. Je trouve ça... Et en fait, il y a un petit twist intéressant que j'ai trouvé qu'ils ont eu à la fin, c'est qu'en gros, c'est Will, donc son mec, non, c'est pas Will, pardon, c'est Finn, donc son mec à Eleven, qui ont le même âge là, qui est en fait storyteller dans le Donjons et Dragons. Donc c'est lui qui raconte les histoires. Et à la toute fin, il décide de raconter une histoire où potentiellement elle s'en serait sortie. Elle a survécu. En fait, il raconte une histoire. Et en fait, la façon dont c'est raconté, c'est plausible. Ok. À mon avis, pour moi, c'est pas clair en fait. Ok. Pour moi, c'est pas clair. Mais, donc en fait, il explique que, mais en fait, elle est pas morte parce qu'à ce moment-là, il y avait un autre personnage qui a pu l'aider à se dissimuler. Et en fait, elle a fui. Ok. Elle peut pas nous voir, mais elle a fui. Et elle est dans le monde, mais elle vit sa vie en fait, tu vois. Mais elle vit sa vie. Elle a 42 ans, donc là, il faut qu'elle commence à vivre sa vie. Faut qu'elle fasse des ovules à Frozen et tout. Elle est congelée, etc. Ce petit truc là, ce petit truc de supplément de peut-être ouverte un peu quand même. Et du coup, en fait, c'est une des raisons, je crois. Alors, je sais pas si t'avais suivi ça, mais les gens étaient persuadés qu'il allait avoir un autre épisode qui allait sortir une semaine après. Alors, je sais pas si c'est lié à surprise. Ça. Exactement. Et je sais pas vraiment si c'était lié à ça ou pas. Mais les gens imaginaient que potentiellement il allait avoir un nouvel épisode parce qu'en fait la fin était entre guillemets trop parfaite. Ok. Pour moi, la fin elle est parfaite parce que vous avez mal lu la série. La série, c'est un bonbon jusqu'au bout et ils feront bonbon jusqu'au bout. C'était écrit que ça allait se terminer comme ça, avec des trucs ultra nostalgiques, doux amers à la fin. Pour moi, c'était clair que ça allait être ça. Mais voilà, et moi je trouve que la fin, justement, cause toutes les cases. Et si le chemin pour y arriver sur la saison 5 n'était pas radieux, et je pense même que c'était pas très bien à des moments, je trouve que la toute fin est bonne. Donc ils ont réussi à se rattraper. Mais est-ce que ils souffrent pas du syndrome Lost de la série en général, tu sais, concept de Mystery Box, où tu mets en place des trucs et après tu galères à les expliquer, quoi. Je pense que de toute manière c'est ça, et c'est pour ça que je disais saison 4 déjà, moi dans ma tête je me disais, j'ai fait le deuil en fait moi de est-ce qu'ils vont trouver une énorme explication ultra stylée. Bien sûr. Voilà, spoil encore, il y a littéralement de la mécanique, enfin c'est pas de la mécanique quantique, mais en tout cas il parle de wormhole en fait, de trous de verre pour expliquer l'existence du... Ils font bouger des étagères aussi ou... Non, mais Lost, je vois comme dans Interstellar, du coup. Exactement. Par contre, il y a un truc où je vais peut-être le reconnaître et je vais peut-être retourner ma veste là-dessus. C'est que, tu sais, il y a des gens qui ont fait des expériences sur le fait que, imaginons, tu vas chez le dentiste et que le dentiste t'arrache une dent au début et ensuite, à la fin, on va dire, il te malaxe les gencives gentiment. Ou s'il fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il te malaxe les gencives gentiment d'abord et qu'ensuite il te arrache la dent. Si tu notes l'expérience que tu as eue
sur 10, justement, les gens qui ont eu la dent arrachée au début vont noter mieux que les gens qui vont avoir la dent arrachée à la fin. Ouais, une bonne fin, ça peut te sauver un film. Hein. Et je trouve que pour moi, je pense que je suis en plein dedans. Ouais. Je pense qu'en vrai, il y a plein de trucs pendant toute la série que j'ai regardé, je me suis dit vivement que ça se termine. Et en fait, vu que ça se termine de manière satisfaisante à mon avis, je le note pas si mal que ça. Ouais. En gros, s'il y avait un graphe de ta notation, ça part sur un 6-7 au début parce que c'est pas mal les 2 premières saisons, et t'as dû descendre à 3-4 à un moment, et ça remonte à 6 sur la fin au dernier moment. Je pense vraiment qu'il y a un truc comme ça. Ouais. En gros, bon premier trimestre, deuxième trimestre catastrophique, Stranger Things, il serait temps de se reprendre, et sur la fin de l'année, il y a le daron qui a mis un petit coup là, des petits cours particuliers, et ça a réussi à choper les encouragements, quoi. C'est ça. Ok. Intéressant. Tu m'as pas donné envie de... Mais t'es nul. Franchement, je dois quand même dire, tu m'as rien donné envie de regarder aujourd'hui. Que ce soit la saison 3 à 5 de Stranger Things ou Pluribus, le gars fait une reco. Pluribus, alors il y a littéralement un épisode d'ennui. C'est 45 minutes, il se passe rien. Mais oui, mais je le vends pas. Tu vois, je le vends pas. Ah non, tu vends pas bien. Je suis pas là pour vendre les trucs. Je suis là pour dire clairement ce que c'est, et donc voilà. D'accord. Mais au moins c'est fini. En tout cas, c'est fini. Ouais, voilà. Ils peuvent tranquillement. Ils peuvent tranquillement faire un spin-off. Ouais. Et je crois que c'est dans les plans, mais on va voir. Hein. Ok, je sais pas, je suis pas tout à fait surpris. Après, tu peux avoir une tendance à être assez généreux parfois tu accordes. Donc je sais pas si mais ça dépend. Ouais, non, mais ça dépend vraiment de mes attentes en fait. Voilà. Oui, en fait, c'est plus ça. C'est-à-dire que à l'image de ta tech sur Star Wars, j'ai l'impression que t'as tellement baissé tes attentes que t'es pas difficile à contenter, quoi. Mais le truc, c'est que, par exemple, sur Game of Thrones, j'avais quand même été déçu, même si je m'attendais à un accident industriel, tu vois. Bien sûr. Il est arrivé, j'étais déçu et tout. Ouais, mais oui. Okay. Je trouve que Star Wars, peut-être que c'est un petit peu une explication comme ça, un peu. Ouais. Même si Star Wars, encore une fois, le 7... était bien, le 8 ne m'a pas déçu. Ouais. Le 9, après, c'est encore autre chose. C'est le 9 qui est ridicule. Mais non, mais pour moi, de toute façon, on en a déjà parlé, c'est la trilogie qui est ridicule. D'accord. Ouais. Donc, c'est la fin, d'accord, du truc bizarre. Les trucs bizarres. Ils ont bien fait de pas le traduire, celui-là. Le féminisme, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien les mecs. Et on peut aimer les mecs et être féministe. Non. Regardez ce qui se passe actuellement avec Nicolas Bedos, avec Depardieu, avec des gens qui ont du talent, qui sont formidables. Et ceux qui ont du talent, s'ils mettent la main aux fesses d'une fille, ils sont rejetés dans le cul de basse-fosse. Donc, Chris, tu voulais nous parler du boulard que tu as regardé hier. Ça avait un avis intéressant dessus. Oui, on en parlera dans les bonus, dans le Patreon qu'on va ouvrir en 2026, bien sûr. On va... Ah oui, allez. Non, mais je sais pas si on ouvrira un Patreon, mais en tout cas, les réseaux... Spotify, etc. Mettez des notes, etc. On n'a pas à dire encore jusqu'à maintenant. Là, maintenant on commence à être un peu corporate et tout. Oui, c'est juste ça. Allez noter, putain. Parce qu'on l'est pas du tout, on l'a pas dit en ouverture, on aurait peut-être dû, tu vois, mais je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Oui, c'est vrai. Alors que dans Guillaume Play, dans son podcast Légende, il est en permanence oui, vous nous permettez de vivre sur les réseaux. Allez vous abonner à la page. Je sais pas pourquoi, mais il est obsédé par Guillaume Play, ce gars. Et est-ce que tu as vu? J'imagine que tu l'as vu. Tu l'as vu, le rhinocéros de Usul et Lumi sur Guillaume Play? Oui. Est-ce que t'étais heureux? Mais oui. Et est-ce que t'as vu qu'il imitait Guillaume Play comme toi? Oui. J'adore. Ah, c'est super. Rhinocéros, si vous connaissez pas, c'est une chaîne YouTube
Enfin non, c'est la chaîne YouTube, c'est Blast. Ouais. Et donc la série de vidéos s'appelle Rhinocéros et ça parle des médias. Ça analyse les médias, ouais. De manière politique, on va dire. Et ils ont parlé de Guillaume Play, le premier podcast de France. Oui, on est finalement. le premier podcast de France grâce à vous. Merci. Ouais, je connaissais pas trop et ouais, Julien est obsédé par le gars, quoi. Oui, mais parce que non, mais je suis un peu obsessed aussi parce qu'on fait un podcast maintenant, donc je regarde un peu la concu. Et bon, ça m'emmerde un peu, voilà. Enfin, très sincèrement, je regarde ça et je me dis... Est-ce que t'as envie d'inviter un platiste ? Pour le coup, ça, c'est peut-être la plus grosse tech possible. Hein. Ouais. Bah, non, alors, ça me ferait marrer qu'un jour, on tombe sur la haute tech d'un platiste, ouais. Parce que, bon, je veux pas non plus faire justement comme Guillaume Play et avoir un peu ce truc, cette ambiance dîner de con. Parce que moi, je trouve que c'est ça le problème beaucoup avec son podcast, c'est que, bon, il n'y a pas trop de... En fait, lui, il est expert de rien et il sous couvert, mais c'est un peu la vidéo de Usuel et Lumi, c'est sous couvert de moi je laisse parler, du coup, il n'y a jamais de... À part peut-être pour le platiste, on contextualise jamais rien, on est toujours dans le « c'est super intéressant ça », ou dans un peu le voyeurisme. Enfin, franchement, il y a des... En fait, moi, le truc, c'est que ça m'amuse d'avoir des extraits, mais je trouve ça assez gênant à écouter par moments, justement à cause de Guillaume Play et de son comportement, parce qu'il va toujours chercher un peu plus d'infos, vouloir le truc un peu voyeur, un peu putassier, tu vois. Ou alors, c'est vraiment, il a une façon de réagir d'enfant, tu vois. Enfin, oui, c'est des centres d'intérêt d'enfants ou des trucs hyper... mais comme dans les vieux magazines à l'ancienne, tu vois, détectives ou sur des trucs où des histoires sordides... j'ai été violé, tu vois, genre je vous raconte une histoire sordide de viol ou de meurtre, mon père a été assassiné. Dans la vidéo, ils expliquaient déjà que les vidéos les plus vues, c'était les trucs de médecins légistes, là. Ouais, voilà. J'ai pas regardé, mais j'imagine que du coup, ils parlent que de dinguerie, quoi. De fou, et il y en a 5 ou 6. Donc c'est-à-dire que le mec, tant que ça marche, il le réinvite ad nauseam, tu vois. Donc ouais, bon, voilà, c'est... Mais il avait invité Nicolas Sarkozy aussi. Et franchement, c'est gênant, je trouve. Enfin, il lui déroule le tapis rouge. Et enfin, oui, il faut vraiment pas qu'il s'attaque à la politique, quoi. Parce qu'il a pas le niveau, en plus. Enfin, tu vois, on le disait à un moment, je sais pas, mais pour recevoir un politique, quand on commence à recevoir des gars qui sont formés à ça, face à un Guillaume Play, justement, qui devrait maintenant être formé à ça, mais qui, je trouve, a aucune répartie, mais c'est des gens, tu perds le contrôle de ton propre podcast, en fait. Après, là, lui, il essaie même pas. Hein. Alors oui, lui, il l'a jamais, le contrôle, mais tu vois. Chose, hein. Mais du coup, t'es vraiment face à un gars qui déroule. C'est le problème. Le bouquin de Sarkozy, du coup, je crois que c'est ma sœur qui l'a offert à mon daron. Hein, ah ouais. Qui a lu le journal d'un prisonnier. Putain. Finalement. J'ai lu quelques bonnes pages, vite fait. T'as lu les bonnes feuilles. Ouais. Et c'est insupportable. Ça a l'air. Hein. Tu m'as envoyé 1 ou 2 extraits. Ouais. Après, il y a des extraits avec Marine Le Pen, des trucs comme ça, mais de toute façon, voilà. Voilà, le gars se présente comme une victime et tout. C'est quand même une dinguerie, cette histoire. Hein. Mais tout ce qui se passe là, toute la séquence, je trouve, médiatique qu'il y a eu autour de ça, c'est vraiment une dinguerie. C'est-à-dire, autant la lecture qui en a été faite dans les médias, l'angle par lequel ils ont analysé le truc de voilà le juge a pas en gros motivé sa décision, voilà, il a dit que le document était un faux. En fait, on a repris la ligne de défense de Sarkozy en gros, en grande majorité dans les médias. Et en plus, moi ce que j'ai trouvé vraiment nauséabond, c'est des personnalités, donc ses amis, tu vois, pour ne pas la citer, par exemple Karine Le Marchand ou truc, qui vont te faire des stories en mode oui, aujourd'hui c'est la démocratie qu'on attaque. Et dernier truc, c'est cet argument qui a été dit, mais quelle est l'image qu'on renvoie d'emprisonner un président ? Et le pire, mais moi je trouve que ça c'est l'argument le plus pété. Emprisonner un président, c'est justement renvoyer l'image d'un système judiciaire qui fonctionne, en fait. Exactement. Et ils étaient allés poser la question à des journalistes, justement. Alors, il y a des gens qui vont dire c'est des Scandinaves, c'est des gauchos, j'en sais rien, mais des correspondants de journaux, je crois, norvégiens ou suédois, qui disaient nous, l'image qu'on en a, elle est plutôt bonne, en fait. C'est nickel. C'est juste, il est coupable, vous avez un système, ça s'appelle l'état de droit. Moi, le dernier truc qui m'avait
vraiment gêné avec cette affaire, c'était les gens qui se sont mis à questionner les conditions d'enfermement des prisonniers au moment où Sarko il est arrivé. Au moment où Sarko là, du coup, il est allé en prison, les gens commencent à dire, vous savez, c'est dur la prison, hein. Franchement, les conditions de vie des gens et tout. Alors que normalement, c'est l'inverse. C'est-à-dire, on va dire, oui, ils ont un repas, voilà. Ils ont le repas, ils ont une chambre chauffée, la télé, le câble. C'est le Club Med, etc. C'est le truc comme ça. Et justement là, c'était d'un coup, c'est lui qui y va. L'isolement. Et c'est là où il commence à parler de vous savez, la prison, c'est dur, l'isolement et tout. Bah ouais, frérot, mais ce serait sympa que vous cessiez d'être indécent comme ça et de parler de problématiques importantes qui en sont parce que les prisons sont surpeuplées et oui, parce que lui il a fait la prison niveau facile, hein. Bah il est seul dans la cellule déjà. Il est seul, il est pas en train de partager la chambre avec 3 autres personnes alors qu'ils auraient dû être 2 parce que il y a littéralement des prisons où c'est à 100% d'occupation. 130% plutôt, oui. 130% plutôt, ou 150%. Pas, j'allais dire 200. Enfin, t'allais dire 200 parce que t'as dit 100%, pardon. Ouais. Plus de 100%, oui. Bah, je crois que c'est vraiment des conditions déplorables et tout. Et par contre, voilà, les gars, ils commencent à en parler. Ça devient un sujet quand t'as un col blanc qui arrive, donc c'est vraiment indécent et insupportable, quoi. Et qui reste 21 jours. Mais enfin, pour moi, vraiment, on bascule dans un truc où, tu sais, ce serait un... Enfin, je trouve que ce genre de séquence... je trouve que ça fait South Park, quoi. Je trouve qu'il était de bon ton de dire à un moment c'est Black Mirror. Mais moi je trouve qu'on est passé plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on n'est même plus dans une espèce de forme de pseudo-dystopie. On est passé dans l'étape inverse qui est, on dirait, une parodie là, ce qui se passe des fois. Et notoirement avec Trump, là avec Sarkozy qui reste 3 semaines et qui sort un livre, il annonce la sortie de son livre et tout le monde est là en mode normal. Enfin, je trouve qu'il y a assez peu de gens qui se sont moqués de ça et il nous manque un truc. Enfin, là, les Guignols, si les Guignols avaient encore été là, mais on aurait passé une semaine sur ça. Alors vite fait sur le bouquin, alors évidemment que probablement la machine était déjà en route, mais quand même, le contenu parle quand même a priori quand même pas mal de... En tout cas, il y a quand même pas mal de trucs qui... a priori ont été écrits récemment, quoi. Oui, non, mais bon. le truc était déjà en route, c'est plus... Enfin, il n'a pas décidé de l'écrire en prison. On est d'accord. Tout est déjà prêt, c'est un plan marketing qui est déjà prêt et tout. Bien sûr. Ouais. Bon, est-ce qu'on va avoir un point Sarko tout au long de l'année encore en 2026 ? Parce qu'on en parle souvent quand même. C'est vrai. Mais là, on va avoir Marine là bientôt, je crois. On procède en appel là pour son truc ou quoi ? Ouais, qu'on l'avait dans le podcast bientôt. Après Jay-Z. Après Jay-Z, ouais. Bon, allez, ce sera tout pour cet épisode. On était déjà en retard d'1 semaine, mais le prochain arrivera, Inch'Allah, dans 2 semaines. Et puis voilà. Oui, bah là, on va repartir sur un rythme normal. Bah, on a fait une petite pause, de vacances de fête. En fait, excusez-nous. Finalement. Excusez-nous. Ouais. En plus, il a neigé. Oh là là, ça. Bah nous aussi, ça nous a immobilisé le podcast. Voilà, on pouvait pas enregistrer, on était sous la neige. Sous la neige. Bon, et ben voilà, ce sera tout pour cet épisode. Allez, bisous. Bisous. Allez, bisous. Ciao. Au revoir. Oui, d'ailleurs, je l'ai pas mentionné là plus tôt, mais t'es au courant que le football américain, ça n'existe pas ? Ah oui, bien sûr, football américain, bien sûr. Qui dit football américain dit les Kennedy. Et les Kennedy, Neptune. Neptune, bien sûr. T'es au courant ? Parfait. D'ailleurs, tu penses pas que t'es allé un petit peu fort avec ton cousin sur le football américain ? Absolument pas.